Est-ce que l'IA va tuer les entreprises avant même de tuer les emplois? La nouvelle bombe de la semaine, c'est Claude Design d'Anthropic qui pourrait bien redistribuer les cartes entre designers et développeurs. La sécurité du code open source à l'ère de l'IA avec une boîte bien connue qui tire le rideau sur, justement, sur le code source, en tout cas sur l'open source. Et une maladie grave pour nous qui consommons beaucoup de numérique. Restez vraiment pendant tout le long de l'épisode pour savoir de quoi il s'agit. Il s'agit de la Bigsonymanie, très important, il faut faire attention à ça. Du nouveau aussi sur les supports physiques des contenus de Disney, sur les choix parfois étranges d'Amazon, un peu de jeux vidéo. Bienvenue dans Tech Café, 2 fois par semaine on passe en revue toute l'actu tech et IA pour comprendre ce qui compte vraiment. On est le 20 avril 2026 et c'est l'épisode 488. Alors si vous découvrez Tech Café, abonnez-vous à la chaîne YouTube ou au podcast. Je serai évidemment ravi de vous compter comme nouveau inscrit dans la communauté de Tech Café. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste et je ne suis pas seul, je suis accompagné exceptionnellement de Baptiste de l'équipe du podcast Niptech. Salut Baptiste, comment vas-tu? Salut Guillaume, ça va très bien. Tout content de changer d'atmosphère. Voilà, moi je suis podcasteur, disons, amateur du jeudi soir avec Niptech d'habitude, donc ça va être très plaisir de changer d'air. Est-ce que tu peux nous rappeler et peut-être dire aux personnes qui ne connaîtraient pas, c'est quoi Niptech? C'est quoi Niptech? Niptech, c'est un peu un grand-père du podcast, disons, tu vois, c'est l'ancien, je sais pas, genre on a commencé en 2009, enfin, il n'y avait pas moi parce que j'étais un peu jeune en 2009, mais non, donc on est basés tous les 3 en Suisse, et donc on discute de l'actu tech, disons avec un angle un peu moins sérieux que toi, voilà, dans Tech Café. Oh, on je sais pas ça. Non, si, on parle, tu vois, c'est un peu plus, tu vois, genre toi tu parles de l'usage de la tech, nous on parle un peu de notre expérience, tu vois, de ce qu'on trouve fun et machin, donc c'est un peu notre angle. Et voilà, et c'est bien cool. Et on vous invite évidemment tous à nous rejoindre pour essayer. Voilà, si vous voulez changer d'air aussi comme moi pour essayer une fois, voilà. Carrément. Vous êtes les bienvenus chez Niptech. Évidemment, évidemment. Et si vous consommez beaucoup de podcasts, franchement, rajoutez Niptech dans votre app de podcast, c'est bien le minimum que vous puissiez faire. Moi, je te trouve dur avec vous, avec toi, avec Niptech, parce que je trouve que justement, vous allez chercher les sujets que vous allez peut-être plus creuser dans vos discussions que dans d'autres podcasts. Tu vois, je pense au Rendez-vous Tech auquel je participe avec Patrick Béja une fois par mois. Il est évidemment toutes les semaines. Je pense, évidemment, Tech Café, il y a d'autres podcasts tech, mais moi, je trouve que les discussions que vous avez, elles permettent de creuser plus en profondeur et peut-être un poil plus en expertise certains sujets. Donc, je crois qu'il y a une vraie complémentarité dans les podcasts. Ouais, c'est ça, on cherche un peu à être différent. Et donc, forcément, qu'est-ce qui fait qu'on est différent? C'est qu'on a une expérience qui est un peu différente de la tienne ou celle de Patrick, par exemple. Et donc, on essaie d'amener ça, tu vois. Et donc, certains sujets, on les couvre pas parce qu'on n'a rien, tu vois, on n'a pas grand-chose à ajouter. Et d'autres, au contraire, voilà, tu vois, on a un peu d'expérience parce qu'on a peut-être des expériences professionnelles différentes. On en parle un peu plus, quoi. Donc, c'est ça qui fait notre charme, disons. Trop bien. Là, déjà, si on n'a pas convaincu tout le monde d'aller écouter Niptech, je ne sais pas ce qu'on peut faire de plus. En tout cas, si vous êtes abonné à Patreon, patreon.com/techcafé, vous êtes peut-être en train d'écouter cet épisode avant tout le monde. Et merci évidemment de soutenir Tech Café. Merci en particulier à Wimo, wymmo.com, le portail de diffusion d'annonces immobilières gratuit et rapide, et Duke Analytics, votre département data IA. Ce sont les 2 mécènes qui ont rejoint Tech Café depuis quelques temps maintenant. Il reste 3 places pour des mécènes. Les mécènes, c'est les personnes qu'on cite au début de chaque épisode. Merci également, alors en plus avec toutes mes excuses, à Mathieu, que j'ai décidé de surnommer l'abonné oublié, parce que la semaine dernière, je me plaignais. Comment ça ne m'était pas arrivé depuis des mois? Il n'y a pas de nouvel abonné sur la page Patreon de Tech Café. Et en fait, si, Mathieu en faisait partie, donc merci beaucoup à lui. Merci à Amine G, qui se bataille un petit peu, lui, de son côté, avec des éléments d'inscription, mais je l'aide. Donc voilà, pas de panique. Et puis, merci infiniment à Didier, alias Diternet, qui a renouvelé son engagement depuis la semaine dernière. D'ailleurs, restez jusqu'au bout de l'épisode, même après le générique, puisqu'il y a une musique composée par, avec des guillemets, vous imaginez, il y a l'IA derrière, par Didier, et je voulais vous la partager. Elle sera après le générique de fin. Je vous invite aussi à aller jeter un coup d'œil sur techcafé.fr. Il y a des articles écrits maintenant par Thorax, notamment régulièrement sur les jeux vidéo. Il a fait un portrait sur Ralph Baer, pionnier du jeu vidéo. Alors moi, je ne le connaissais pas du tout, qui est un ingénieur germano-américain. Et il est considéré comme... Tu le connaissais, Baptiste, ou pas, ce monsieur? Non, aucune idée. Il est considéré comme le père des jeux vidéo domestiques. C'est celui qui a eu l'idée, tiens-toi bien, en 1966, c'est à l'époque où il y avait des dinosaures, tu sais, pour aller à l'école, les gens étaient pourchassés par des T-Rex, c'était compliqué, de transformer n'importe quel téléviseur en console de jeu
et il a conçu la Brandbox. C'est un peu l'ancêtre direct de toutes nos consoles qu'on connaît aujourd'hui. Donc voilà, peut-être que si lui n'avait pas eu l'idée, bon, peut-être que d'autres l'auraient eu après, mais en tout cas, il a été le premier à avoir l'idée comme ça de proposer des consoles de jeux pour rendre les télés ludiques. J'en profite aussi parce qu'on est sur les interactions et la communauté. Rendez-vous sur Discord, techcafé.fr/Discord, un espace sur lequel on peut discuter de tech, mais aussi de plein d'autres choses. Et j'ai ouvert, comme vous le savez, depuis quelques semaines maintenant, une rubrique de projets de la communauté. Il y a beaucoup, évidemment, de projets Vibe codés. Il y en a notamment un que je voulais mettre en lumière, c'est celui de Taltan. Et je suis curieux d'avoir ton regard, Baptiste, et ton avis. Je te fais le pitch de son outil. L'idée de départ est simple, avec l'IA partout. Le classique IA ou pas IA, en gros sur le contenu que tu fournis, est-ce que c'est de l'IA ou pas de l'IA, ne suffit plus vraiment à décrire comment un contenu a été produit. Et donc c'est un projet quelque part qui propose une nomenclature un peu à la manière des Creative Commons, tu sais, des certificats, des licences de distribution, notamment applicatives, mais aussi de plein d'autres choses. Et lui, il propose une nomenclature qui permet de classer un petit peu le contenu de manière très déclarative, selon si on estime que c'est du 100% humain, si c'est du 100% IA, si c'est un mix des deux, dans quelle proportion. Je trouve ça cool parce que spontanément, la proposition, c'est de dire non mais ok, tout le monde va prétendre que. Et en fait, je trouve qu'on tire peut-être un peu trop vite sur l'initiative et sur la proposition de valeur des gens qui créent du contenu, parce que j'imagine qu'il y a aussi plein de gens, j'en fais partie maintenant, qui se revendiquent comme s'appuyant largement sur l'intelligence artificielle sur une partie des contenus, et donc de pouvoir dire dans quelle proportion c'est diffusé avec de l'IA, je trouve ça pas mal. Est-ce que, enfin je sais pas, ça te séduit toi cette idée? Tu trouves ça plus ridicule que moi? Est-ce que tu penses que c'est viable? Le projet s'appelle tcpup.org, tcp-up.org. Je dois dire, c'est vachement cool parce que je pense que d'avoir un, même si, OK, imaginons que la plupart des contenus va jamais faire ce tag, tu vois? Concrètement, Ouais, je veux dire, c'est chiant, tu postes ta photo sur Instagram, tu as pas envie de dire: «Ah, je l'ai utilisé l'IA pour ça, ça, ça». Mais pour avoir un langage commun entre nous, tu vois, c'est vachement cool. Regarde les voitures autonomes, par exemple, il y a cette scale, tu sais, de niveau d'autonomie de 1 à 5. Est-ce que la scale en soi, elle fait tellement de sens? Peut-être pas. Est-ce que c'est la meilleure scale? Non, mais comme tout le monde l'utilise, c'est super pratique parce que du coup, quand tu dis, level 3, je vois à peu près ce que tu veux dire par level 3, et ça, c'est vraiment, vraiment bien. Donc non, franchement, l'idée me séduit vachement. Après, c'est toujours pareil, c'est, tu sais, tu as ce comique de XKCD avec les standards que, bon, il faut à un moment se mettre d'accord, et que si on se met pas d'accord, ça sert à rien, mais ouais. si jamais cette scale, elle prend le pas, ça peut être très sympa et très utile, clairement. Je partage ton sentiment et je dois dire que, oui, enfin, par exemple, tu vois, tu parles de l'utilisation, enfin, de la diffusion d'une photo, par exemple. Aujourd'hui, normalement, quand les choses sont bien faites, spoiler, pas sur techcafé.fr, on diffuse normalement les crédits avec une photo, tu vois? On fait les références, et donc on pourrait très bien envisager que demain, ce soit une forme d'obligation, une forme de convention que d'apporter de la transparence sur tout contenu qui est apporté. Ouais. Ça semble compliqué comme ça au premier abord, mais bon, pourquoi pas? Sans autre forme de procès, on parle justement là de projets vibe codés, et ça facilite beaucoup le développement d'apps, ça c'est clair, vous le savez mieux que tout le monde je pense. Mais on va encore un peu plus loin cette semaine dans la mise à disposition de ces outils et de ces possibilités pour le grand public. Il y a Anthropic, donc c'est la société qui fait l'IA Claude, qui est l'auteur, une nouvelle fois, ils sont coutumiers du fait ces dernières semaines, de la bombe IA de la semaine. Vous pouvez encore plus facilement créer une application complète juste en décrivant ce que vous voulez, comme si vous envoyiez un message finalement à un designer, quoi, simplement en faisant un brief. Anthropic vient donc de lancer Claude Design. C'est un outil qui transforme une description. Vous pouvez faire un prompt en interface complète. Ça peut être une application, ça peut être un site, ça peut être un dashboard, éventuellement un graphique, avec un niveau de détail proche de celui qu'on va retrouver dans le produit fini. En tout cas, c'est vraiment une maquette plutôt aboutie. Et surtout, vous pouvez affiner chaque élément en discutant avec l'IA, comme si vous briefiez un designer. Vous pouvez aller sélectionner, par exemple, une zone sur laquelle la taille de la police n'est pas suffisamment grande, trop petite, ou le rendu va pas, vous voulez hiérarchiser les choses, etc. Donc, vous pouvez vraiment rentrer dans un dialogue. Et évidemment, là, ce designer, comme tout bon designer IA, il ne dort pas et il ne facture pas la journée. Mais le vrai effet waouh derrière Claude Design, c'est qu'une fois votre design validé, tout peut être envoyé vers un agent de développement que vous connaissez donc, qu'à bien connaître maintenant si vous vous frottez au vibe coding, qui transforme la maquette en application fonctionnelle. Plus besoin de faire l'aller-retour classique entre Figma. Figma, c'est un outil
qui est bien connu du monde du développement, qui permet de faire des interfaces graphiques et justement de faire cette phase de pré-construction graphique d'une application, par exemple, entre autres. Hein, ça permet plein de choses, mais c'est très utilisé pour ça. Et donc, le lien avec les développeurs. Et donc ici, le design devient quelque part directement le produit. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas exactement les premiers à proposer ça. En fait, il y a Google qui a proposé un outil un peu analogue il y a pas très longtemps, il y a quelques semaines de ça, je sais plus quand exactement. Ça s'appelle Stitch, rien à voir avec le Disney, donc c'est Stitch. Et il propose aussi Google de générer des interfaces à partir de prompts, à partir de textes, de les modifier éventuellement en conversation et de produire des maquettes hyper avancées. Sauf que pour l'instant, ça s'arrête plutôt au prototypage du côté de Stitch. Et je dois dire, moi qui l'avais testé, je le trouvais un peu approximatif. Alors, j'ai pas eu le temps ni la chance de tester pour l'instant Claude Design, mais je sais, Baptiste, que toi, tu es un gros fan de Claude Code. J'écoute Niptech et je sais que tu en fais la promotion régulièrement. Est-ce que tu vois ça comme étant une petite brique en plus, voilà, pour le développement des applications et puis tant mieux, c'est un petit gimmick en plus? Ou est-ce que, comme moi, tu sens qu'il y a quand même quelque chose qui change un peu la donne par rapport à cet outil, par rapport à ce qui existait avant? Et est-ce que tu avais suivi, cette sortie de Claude Design? J'imagine que oui. Ouais, les Stitch avant, on en avait parlé dans Niptech. Ouais. Je pense ce qui est difficile avec ces outils, c'est comment ils vont être pris par la communauté et s'ils ont vraiment un emplacement. Tu vois, il y a, je veux dire, Claude Code et qui a eu beaucoup de succès. Enfin, c'est aussi un essai, tu vois. À chaque fois, c'est de dire, tu vois, il y a Entropy qui lance des produits. Tu vois, ils ont aussi lancé une extension pour Word, Excel, PowerPoint. Qu'est-ce qui prend, qu'est-ce qui prend pas, c'est toujours un peu délicat, tu vois, quand tu fais des produits comme ça. Donc, à voir si ça prend et si ça a vraiment une place dans le développement. En Ouais. tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a vraiment un besoin. Parce que maintenant, tu vois, si tu fais du vibe coding, tu sais que enfin, en tout cas, disons, dans un environnement professionnel, ce qui se passe, c'est que plus tu peux faire du code rapidement, plus tout le reste autour devient à la limite. Donc, tu vois, avant, imaginons, tu as une équipe avec des développeurs et 2 designers. Ben, demain, si les développeurs, ils vont 2 fois plus vite, ben, tu as besoin de 2 fois plus de designers. Donc, so C'est vrai. soit les designers, ils ont de l'IA et ils peuvent utiliser Claude Design et c'est bon, soit ils peuvent pas et dans ce cas-là, il faut embaucher des nouveaux designers. Enfin, c'est tout ça autour dont tu te rends compte que, tu vois, pour faire une application, pour faire ceci, cela, tu as pas que besoin de développeurs et donc c'est super logique qu'Entropy qui fasse ça. Est-ce que Claude Design, c'est l'outil qui va marcher? Peut-être pas. Peut-être qu'en fait, c'est celui qui sera intégré dans Figma. Peut-être Ouais. que enfin, c'est dur à dire, mais en tout cas, l'idée, c'est clair, ça fait énormément de sens. C'est sûr que Figma, s'il ne se réinvente pas et s'il ne propose pas du Claude Design dedans, je donne pas cher de leur peau à l'échelle de peut-être de quelques mois. Je sais pas, j'en sais rien. Il y a peut-être encore besoin de ces outils, qui permettent au même titre, il y a encore besoin de Visual Studio Code pour voilà, avoir la main concrètement sur le code qu'on développe. Peut-être qu'il y a encore besoin, d'outils qui permettent vraiment de manipuler le design. Je pense qu'effectivement, il va quand même falloir qu'ils avancent là-dessus, quoi, mais bon. Il y a quand même une grosse différence, c'est que Visual Claude Studio Design, ouais. Code, Ouais. Ah oui, c'est chacun peut utiliser un IDE différent. Tu sais, quand tu es dans une oui, équipe de développeurs, exact. chacun utilise le sien, ça, c'est pas un problème. C'est vrai. Et donc finalement, Claude Code ou voilà, c'est un truc en plus. Et donc chacun peut, pareil, utiliser son propre outil différent. Alors que Figma, tout le monde a besoin d'utiliser le même parce que tu partages, tu vois, le format qui est propriétaire. Tu vois, de la même Tout façon à que fait. tous les photographes, enfin, s'ils travaillent ensemble, ils doivent utiliser Photoshop parce que les Ouais, fichiers ouais, tout à fait, se ouais. partagent pas, tu vois? Ou alors tout le monde utilise Excel. Donc je pense que le truc est un peu différent et c'est possible que même si Claude Design, c'est mieux, en fait, comme toutes les entreprises ont déjà Figma, que tout est dans leur workflow dans Figma, en fait, ils ont quand même un network effect qui est assez élevé et je suis sûr que chez Figma, ils sont en train d'essayer d'utiliser l'IA et de faire la même C'est chose, genre certain. à 120%, donc j'ai pas peur pour eux. Après la question que je me posais finalement en regardant et en observant ça, c'est de me dire: «C'est fou que, Figma ne propose pas», alors peut-être que c'est le cas d'ailleurs, j'avoue, j'ai pas creusé, mais c'est étonnant que Figma ne propose pas une interface type MCP, en gros pour qu'on puisse brancher, un outil comme, Claude, et puis, ou un autre d'ailleurs et puis aller, solliciter Figma sur les besoins. Aujourd'hui, on peut utiliser c'est un peu, ça c'est pas hyper évident et hyper intuitif, mais aujourd'hui, on peut dialoguer avec ChatGPT, brancher Canva et lui dire: «OK, la présentation que tu m'as faite, maintenant fais-la moi dans Canva, quoi». Je sais pas si je dis des bêtises, mais Figma, il est pas interfacé par une interface MCP. On peut pas, le solliciter, je pense. C'est J'en sais rien. c'est compliqué parce que tu as, comment dire? Tu as 2 choses. Tu as d'une part est-ce qu'un service comme Figma, ils veulent être accédés par MCP? Ah, Parce que si tu es accédé par MCP, c'est dangereux. Parce que ça veut dire que peu à peu, les gens n'utilisent plus ton produit, tu vois? Ça reste ça c'est un truc qui est dans le background que les gens utilisent pas trop. Donc c'est une place qui est très dangereuse et à moins que tu aies vraiment un gros, gros truc qui est impossible à remplacer,
peut-être que, tu vois, les gens, ils commencent à utiliser à travers Claude, machin, et un jour, ils disent: «Attends, est-ce qu'on a vraiment besoin de Figma?» Et en fait, ils se rendent compte que non, et tu fais mais c'est pour ça, c'est super dangereux, tu Mmh. vois? C'est souvent ça, tu vois? C'est pour ça que Claude, par exemple, ils autorisent plus qu'on utilise, la subscription de Claude Code avec le OpenClaw, parce qu'ils savent Oui. que c'est dangereux, tu vois? Ce genre de truc où le Mmh. but, c'est d'être l'interface maître, tu vois? Ouais, tout à Donc fait. il Bon, y on a un va peu ça, et ouais. l'autre truc, c'est même si tu as MCP, la question, c'est à quel point tu donnes de l'accès, tu vois? Parce qu'après tu as aussi c'est aussi une énorme discussion, tu vois? De quel point est-ce que tu laisses les gens accéder à toute ton application? Est-ce que tu laisses est-ce que tu leur donnes accès à uniquement une partie? Enfin, il y a Carrément. beaucoup, beaucoup de choses, et donc je suis pas sûr que ça veuille, enfin que ce soit tellement important au final. On va parler de fermeture et d'ouverture au fil de cet épisode, vous allez voir. Moi, je pouvais pas, m'empêcher de penser tu sais que j'ai reçu un mail, cette semaine, Baptiste. Je te vois dis ah ben, j'ai eu peur que tu te sois transformé en homme invisible. Non, et oui, pour les personnes qui, ne le savent pas, Tech Café, c'est aussi dispo en vidéo maintenant, donc inscrivez-vous sur la chaîne YouTube de Tech Café. Il y a aussi une chaîne YouTube pour Niptech. Vous avez vraiment du contenu en vidéo, maintenant. J'ai reçu donc, oui, un mail, il y a quelques jours, Baptiste, d'une personne qui suit Tech Café sur YouTube, donc merci à lui, il se reconnaîtra. Il m'a envoyé un mail, il dit qu'il a développé 30 applications gratuites sur, Apple Store avec Claude. Alors, tu t'imagines les types d'apps que c'est? C'est aussi varié que, enfin, ça va du jeu de dames à, la liste des rois de France, à des éléments de géographie, à des éléments de gestion de recettes de cuisine. Donc est-ce que tout le monde a besoin de ces apps? Bon, je suis pas certain, mais il y a vraiment un truc assez dingue qui s'ouvre actuellement. Et tu sais, naïvement, moi, dans Discord, quand j'ai ouvert la rubrique où je proposais aux personnes de la communauté de Tech Café de partager les projets qu'ils développaient, je pensais pas, mais il y en a 95 qui sont vibe codés. Toi, je sais que tu as vraiment un pied parce que c'est ton travail dans l'univers du développement. Peut-être que tu peux dire d'ailleurs aux personnes là aussi qui connaîtraient pas Niptech, tu fais quoi dans la vie, Baptiste, et c'est quoi ton rapport au vibe coding? Parce que moi, j'essaye de savoir si jamais maintenant tu tapes des lignes de code ou pas au quotidien. Ouais, alors, bah, moi je suis développeur dans une startup, donc je suis exactement la cible du vibe coding, tu vois? Bah Des ouais. gens qui font ça tous les jours. Donc non, c'est clairement enfin ce que je fais au quotidien, et c'est aussi la question de comment est-ce que tu fais évoluer tes usages et comment est-ce que ça change derrière le business, tu vois? Parce que tu vois, donc tu es dans une startup, on est dans une startup qui vendent on vend un logiciel à d'autres, à des cabinets d'avocats dans ce cas-là, Mmh. et donc la question c'est: comment est-ce que tu rentres enfin, comment est-ce que tu es en compétition avec les autres acteurs? Qu'est-ce que tu fais? Parce qu'évidemment, qu'est-ce qu'on développe? On développe un produit d'IA, donc aussi comment est-ce que l'IA évolue? Enfin, c'est clairement des questions qu'on se pose tous les jours, et heu et donc ouais, enfin, ça c'est ouais, clairement ouais, enfin, disons, je parle dans Tech Café comme, je parle au bureau, tu vois, globalement. Oh, j'imagine, j'imagine. Bon, on compte sur toi pour faire la promo au boulot d'ailleurs. On va continuer parce que vous allez voir qu'on a d'autres, aspects qui rejoignent, cette 1re présentation de Claude Design. Il y a aussi, les métiers de l'audiovisuel qui peuvent maintenant commencer aussi à se poser des questions. Avis aux vidéastes, aux monteurs, aux graphistes, vous passez peut-être des heures à jongler entre Photoshop, Adobe Premiere, Illustrator, enfin j'ai pas tous les noms de la suite applicative, d'Adobe, mais malgré ça, votre projet n'avance pas aussi vite que dans votre tête et il avance pas aussi vite que les applications qui sont vibe codées maintenant. Alors, on avait déjà parlé dans l'épisode du supplément de la semaine dernière d'une IA qui faisait du montage vidéo. Ça restait expérimental, mais déjà, c'était bluffant de s'imaginer qu'une IA arrivait à prendre les différentes ressources d'images, de vidéos, de sons et d'arriver à faire un montage cohérent et pertinent et surtout qui génère une forme d'émotion. Là, ça va plus loin et surtout, c'est bien ce qu'on peut attendre. C'est donc Adobe ou Adobe qui présente, ça. Donc ils viennent de dévoiler Firefly AI Assistant. C'est un assistant créatif qui change lui aussi assez radicalement la manière de produire du contenu. Bon, vous décrivez ce que vous voulez comme les interfaces de Claude Design tout à l'heure, comme toute bonne IA à laquelle vous êtes habitué maintenant. Et puis, l'IA s'occupe de tout faire à votre place. Concrètement, l'assistant est capable de piloter plusieurs outils Adobe et vous savez qu'il y a plein d'outils chez Adobe, il y a plein d'applications. On ne sait même pas à quel point il y a des applications et à quel point elles font toutes parfois des choses différentes. Mais donc voilà, en même temps d'enchaîner des étapes complexes, de proposer des variantes, de corriger, d'itérer, et le tout dans une seule interface conversationnelle. Vous passez plus d'un Photoshop à un After Effects, à, que sais-je, à un Illustrator, c'est lui qui s'en charge et c'est ça sans doute le gros changement que propose Adobe, c'est que, l'IA va permettre de ne plus avoir à se poser la question sur quelle app, est-ce qu'il faut, aller pour, tel ou tel, besoin. Alors
Ils parlent de leur côté de créativité agentique, forcément, hein, c'est le mot à la mode et on sait que ça va parler au plus grand nombre. Il y a plus de 30 modèles d'IA intégrés, vidéo, audio, images. Il y a les mastodontes de la génération d'images avec Nano Banana, les dernières versions, la 2. Il y a VO3, Kling 3. Évidemment, toutes les ressources stock qu'Adobe a pu collecter et nous mettre à disposition habituellement. Et je pense qu'en fait, c'est marrant de voir un petit peu et d'observer ce qui se passe du côté de cette boîte parce que, comme je le dis, ils ont une collection d'applications et je pense que c'est à la fois leur force, mais quelque part aussi un élément qui peut les pénaliser parce que quand tu n'es pas un professionnel, tu te retrouves rapidement submergé par toutes les apps et toutes les possibilités, au point que tu te retrouves parfois bien plus à l'aise dans un Canva qui évolue et qui permet de faire plein de choses avec une seule et même interface simpliste. Oui, je compare les 2 et je sais que vous avez raison de me contredire parce que les 2 ont leurs limites dans la comparaison. Mais en tout cas, ils essayent de transformer tout leur écosystème en une espèce de studio, créatif qu'on pilote en langage naturel. Est-ce que tu partages cette analyse, Baptiste? Moi, je trouve qu'effectivement, le fait d'orchestrer comme ça toutes les apps à la base d'un agent, c'est probablement la meilleure, option et la meilleure stratégie que pouvait avoir Adobe. Est-ce que ça va les aider à ton avis? J'espère. Enfin, c'est super cool l'idée, tu vois, de la même façon que tu parles des apps qui sont vibe codées. Si demain, au lieu de tu vois, que de la même façon que tu peux faire plus de choses parce que tu peux vibe coder, tu vois, si tu étais pas développeur, ben, tout d'un coup, tu peux développer des apps. Si aujourd'hui, moi, tu vois, par exemple, je suis pas monteur vidéo, j'ai aucune idée de comment faire un truc bien. Ouais, Bah, si demain, je peux avoir un outil qui me permet de faire ça, c'est incroyable, tu vois, c'est trop bien. Maintenant, il faut voir, est-ce que ça marche vraiment? Est-ce ouais. qu'une personne qui a peu d'expérience avec ces outils-là peut les utiliser? Ou au contraire, est-ce qu'une personne qui a l'expérience et qui sait les utiliser, bah, en fait, va quand même avoir de la valeur et ça va quand même être plus efficace d'utiliser l'IA, tu vois? Parce que, c'est une chose de l'annoncer, faut que ça marche et l'autre question, c'est est-ce que c'est Adobe, est-ce qu'eux, ils vont réussir à le faire? Parce qu'ils ont quand même des outils qui sont super lourds, compliqués, tu vois? Qui sont C'est vraiment clair, vieux monde. Non, c'est mais clair. c'est vrai, tu vois? C'est très vieux monde et donc la Ouais. question, c'est est-ce que c'est le bon modèle duquel partir pour arriver au futur, agentique ou est-ce qu'il faut partir de zéro, tu vois? L'exemple, tu vois, avant on parlait de Figma, bah, avec Figma, c'est exactement ça. Tu vois, tu avais le Figma, c'est à Adobe, ce que Google Doc est à Word et Ah donc oui. Mmh. ouais, c'est exactement ça et en fait, ce Mmh. qui s'est passé, c'est qu'Adobe, ils ont pas réussi à prendre le tournant des softwares, disons, qui sont basés sur Clairement. le browser, qui sont basés sur le partage. Ils ont jamais réussi à faire ça et Figma a réussi à prendre leur place finalement pour un domaine spécifique et donc est-ce que pour les agents, ça va se jouer de la même façon ou en fait, c'est tellement vieux et gros et un peu machin Adobe qu'en fait, ils vont pas réussir? Ou est-ce qu'au contraire, parce qu'ils ont déjà les logiciels et machin, bah, ça va être les meilleurs à faire ça? C'est intéressant de voir comment ça va évoluer. Tu parles de Figma en comparaison. Moi, j'aurais presque plutôt tendance à mentionner, Canva parce qu'il y a une espèce d'universalité dans Canva qui permet de faire tantôt des présentations, des vidéos. J'ai découvert il y a pas si longtemps que ça, hein, finalement, qu'avec Canva, on pouvait faire des montages vidéo. Tu parlais tout à l'heure de quel outil utiliser pour un montage vidéo. Franchement, si vous avez des petites vidéos à faire, Canva, ça fait super bien le boulot et pourtant c'est sur le cloud. Bon, oui, il faut la fibre. Qui n'a pas la fibre en 2026, désormais? Mais effectivement, je pense qu'en tout cas, Adobe, ils n'ont pas le choix non plus. C'est que si jamais ils veulent faire évoluer leur suite logicielle et en même temps pas, fermer la porte à celles et ceux qui les payent aujourd'hui grassement, à savoir, les pros et les entreprises, bah, je pense qu'ils n'ont pas le choix que de continuer à proposer les outils. Je pense qu'ils auraient du mal à faire le sens inverse, quoi, à repartir, d'un service cloud, qui remplacerait les applicatifs lourds. Je ne sais pas s'ils vont y arriver en tout cas, mais on leur souhaite bien du courage. Mmh. On va continuer avec, ces outils-là qui, changent un petit peu la manière dont on utilise nos outils et dont on produit au quotidien avec, Codex. Codex de OpenAI. Donc Codex, c'est allez, je vais essayer de faire une analogie qui, ne soit pas trop, caricaturale, mais je dirais que c'est un petit peu pour OpenAI ce que Claude Code est à Anthropic. Donc en gros, voilà, c'est une interface justement d'interface de type agentique et qui permet évidemment de faire du vibe coding. Et Codex a pas mal de petites évolutions sympas, alors que j'ai découvertes en plus, en parallèle parce que je commence moi à utiliser de plus en plus, Codex. Quand tu as un abonnement à ChatGPT, bah, finalement, tu as rien à payer en plus et puis tu continues à utiliser Codex, c'est très cool. Donc il y a le navigateur internet interactif pour, les remarques, les modifications. Là, c'est exactement comme on le désignait tout à l'heure avec, Claude Design, sauf que, bah, j'imagine qu'il ne permet pas de livrer les ressources visuelles de manière aussi avancée que permet de le faire Claude Design comme on le mentionnait tout à l'heure. Mais on peut interagir effectivement au clic et puis demander, des petites modifications.
Il y a aussi, et ça c'est intéressant, l'interaction avec les apps natives. Alors attention, chez OpenAI, vous savez, ils ne sont maqués qu'avec macOS. Bon, comme beaucoup de développeurs et comme beaucoup de sociétés, ils font leur première preuve applicative avec l'univers de macOS. C'est plus facile, le parc est plus unifié, je pense. Mais donc, je vais y arriver. ChatGPT Codex va permettre d'interagir avec les apps natives macOS, donc vraiment avec l'esprit de l'agentique, c'est-à-dire le truc qu'on trouve tous bluffant, mais dans les cas réels, on est tous déçus parce que c'est beaucoup trop lent et ça va beaucoup moins vite que nous. Et puis, ça intègre désormais 90 extensions supplémentaires avec les skills, les intégrations, les serveurs MCP pour exploiter efficacement les applications et les services tiers. On peut générer des images dans l'interface comme on peut le faire comme d'habitude avec ChatGPT, évidemment. Et puis, il y a un concept de mémoire. Et ce concept de mémoire, il est dispo partout. Il va arriver au Royaume-Uni et en Union européenne dans quelques semaines, mais il arrive un petit peu en avant-première ailleurs dans le monde. Et juste un mot aussi, pendant qu'on est dans les interfaces de type agentique, on sent que ça se bouge du côté de ces boîtes, avec l'arrivée de OpenClaw qui a bouleversé un petit peu la donne là-dessus. C'est Perplexity avec son Personal Computer qui avait été annoncé en mars. Et donc le Personal Computer de Perplexity commence à être déployé pour tous les abonnés. J'allais dire tous les abonnés, ça donne l'impression qu'il y a beaucoup de monde. Je ne suis pas certain qu'il y ait tant de monde que ça. Mais bon, les abonnés Perplexity Max, c'est comme un abonnement à 176 € par mois. Ils surfent sur la vague d'OpenClaw et donc c'est un agent IA personnel qui tourne en local. Alors il tourne vraiment en local, donc pour le coup je suis curieux de voir dans quelle mesure est-ce qu'il va arriver à être pertinent, pourquoi pas, et qui est évidemment censé faciliter la vie. On l'espère en tout cas, rangement de dossiers, comparaison de fichiers, voilà des flux de travail comme vous êtes habitué à en faire sur votre ordinateur. On espère qu'il va pas trop mettre le bazar. Il y a vraiment un truc qui se passe quand même, Baptiste, j'ai l'impression, autour de ces interfaces. Voilà, je mentionnais OpenClaw évidemment. Ça a mis quand même, j'ai l'impression, un coup de pied dans la fourmilière. C'était très expérimental. Vous en aviez parlé dans Niptech, on en a parlé dans Tech Café, on en parle un peu partout. Est-ce que toi, tu as commencé à expérimenter ces outils-là et est-ce que c'est de l'expérimentation pure ou est-ce que tu l'intègres dans ton boulot? Est-ce que c'est juste des choses que tu observes? C'est quoi ton rapport par rapport à ces nouvelles vagues d'outils? Ouais, alors oui et non. C'est-à-dire que en fait, ces outils, ils sont tous très similaires à Claude Code dans l'absolu, plus qu'à OpenClaw, je dirais. Parce qu'OpenClaw, il y a un peu la notion aussi qui tourne en arrière-plan, un peu, tu vois, caché. Alors que Mmh. ces systèmes, c'est vraiment comme Claude Code, qui sont vraiment en face de toi. Tu vois, c'est vraiment, ils prennent le contrôle de ton ordi et ils font ça. Donc je les comparais plutôt à ça. Et bon, Mmh. ben, du coup, quand tu as l'habitude d'utiliser Claude Code parce que tu es un dev ou quoi, en fait, ça fait déjà tout, tu vois? Tu peux lui dire: «Ah bah, maintenant mets ces résultats dans une feuille Excel, machin, fais ceci, cela». C'est En vrai. fait, il le fait déjà, donc c'est des systèmes qui sont assez similaires. Le problème, bah, c'est que quand tu démarres Claude Code, tu as le terminal qui machin, tu as des warnings rouges: «Ah, est-ce que tu autorises, Claude à faire ça?» et tout, et des fois, tu vois des trucs, tu as un peu peur. Donc évidemment que c'est pas des produits qui sont super grand public, et donc c'est pour ça, c'est là que ces systèmes, ils viennent. Ce qu'ils ont en plus là maintenant, pardon, Codex et Perplexity, ce qu'ils ont en plus maintenant, c'est qu'ils peuvent prendre le contrôle de ton ordi, parce qu'évidemment, avec le code, tu peux interagir avec la ligne de commande, tu peux interagir avec Eh oui. peut-être le navigateur un petit peu, enfin quoique pas forcément évident, mais tu peux pas interagir vraiment avec les applications, et pour certaines applications, bah, tu as besoin, et donc donc c'est là que ça ajoute. Moi, j'ai pas d'application comme ça parce que pareil, les développeurs, ils ont un peu la plupart des outils, tu peux justement y accéder par la ligne de commande, donc j'ai pas ce problème-là, mais je peux complètement imaginer que pour certains trucs, ce soit vachement pratique, quoi. J'ai beaucoup utilisé, j'en ai parlé à plusieurs reprises, OpenCode, moi de mon côté, qui ressemble beaucoup à Claude Ouais. Code, même s'il a pas, voilà, les mêmes fonctionnalités. Mais le fait qu'on puisse comme ça aller chercher différents modèles, il y a des abonnements en plus qui sont assez cool du côté d'OpenCode, qui vous permettent d'aller solliciter des modèles, vous faire un petit peu la main. Mais c'est sûr qu'une fois que tu passes sur une interface après type Codex, par exemple, j'avoue que c'est difficile de revenir en arrière, quoi, parce qu'il y a une expérience quand même très sympa. J'avoue, quand tu es vraiment très axé développement, le fait d'interagir dans le terminal est quand même vachement cool. OpenCode, moi, c'est aussi ce que j'apprécie, quoi, effectivement. Ouais, et c'est pour ça que Codex aujourd'hui et celles de là qui prennent leur force, à la fois Codex et Anthropic, c'est qu'ils ont à la fois un modèle de code qui est ultra bon, et maintenant Ouais. ils essayent de l'étendre à d'autres choses, tu vois? Donc Claude, ils ont Cowork qui est un peu similaire, et c'est vraiment, enfin pour moi, si maintenant les gens ils devaient commencer, tu vois? C'est vraiment les 2 produits les plus forts, quoi, Anthropic d'un côté et Codex de l'autre. Codex étant encore mieux, je dirais, parce que il te donne beaucoup plus de limites. C'est-à-dire que si tu payes 20 par mois pour les 2, mais avec Codex, tu as beaucoup plus de tokens, donc c'est vraiment probablement le meilleur produit aujourd'hui d'un point de vue juste, rapport qualité-prix, quoi.
Ouais, c'est vrai que c'est peut-être le plus intéressant pour commencer à expérimenter, sans avoir peur des Mmh. des limites, effectivement. Bon, on l'observe ensemble depuis tout à l'heure et au fil de toute façon des épisodes de Tech Café, en quoi l'IA va probablement bouleverser les métiers et peut-être que vous perdrez bientôt votre job à cause de l'IA, on l'a déjà dit, mais peut-être aussi que la boîte qui vous embauche pourrait en même temps faire faillite. Et si l'IA arrivait aussi à tuer les entreprises, c'est pas aussi intuitif que le fait que l'IA ait un impact sur les emplois, mais on va en parler parce que je trouve ça hyper intéressant. C'est un phénomène auquel j'avais pas pensé et qui fait l'objet d'une étude qui a été publiée en mars, donc elle remonte là un petit peu dans l'actu et dans ma veille en tout cas, maintenant, mars 2026, par des chercheurs de l'université de Pennsylvanie et de Boston, donc c'est voilà, du côté des États-Unis. Ça s'appelle The AI Layoff Trap, donc je dirais le piège des licenciements liés à l'IA. Et donc chaque entreprise, ça c'est un petit peu la photographie d'ensemble, chaque entreprise a intérêt individuellement à utiliser l'IA pour réduire ses coûts. En tout cas, si on arrive à tomber d'accord sur le fait que l'IA arrive bien à faire le job et à bien faire des économies, voilà, tout ça c'est un postulat de départ, mais admettons effectivement que chaque entreprise a intérêt individuellement à utiliser l'IA pour réduire ses coûts. Il y a moins de salariés, plus de productivité, plus de marge. Ça, c'est le rêve de tout bon patron et du MEDEF, j'imagine. Sauf que ces salariés de ces entreprises, ce ne sont pas juste des salariés, ce ne sont pas que des matricules dans une entreprise, ce sont aussi, roulement de tambour et vous l'avez compris, des consommateurs. Et si toutes les entreprises font la même chose en même temps, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les revenus au global, ils baissent et la consommation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle diminue et au final, ce sont les entreprises elles-mêmes qui perdent des clients. Donc c'est ce qu'on appelle typiquement une externalité, négative. Chacun optimise pour soi, mais ça crée un problème pour tout le monde et les chercheurs dans l'étude, ils abordent ce sujet, ils vont même plus loin en montrant que ce mécanisme ressemble même au concept bien connu en économie et en théorie des jeux, c'est le dilemme du prisonnier. Donc, je vous fais un petit rappel rapide, hein, mais c'est dans ce dilemme, il y a deux individus qui ont chacun intérêt à trahir l'autre sur un jeu donné, sur une situation donnée, et même si collectivement, ils seraient tous les deux gagnants en coopérant. C'est assez génial. Il y a des formations qui appuient ce genre de situation avec des jeux. Moi, je l'avais vécu. Il y a toujours un petit effet waouh au début quand tu le découvres, de te dire que tu as intérêt à trahir l'autre, mais si personne ne trahit personne, tout le monde y gagne encore plus. Et donc, en tout cas, chacun fait un choix rationnel individuel et tout le monde perd au final collectivement. Et donc, appliqué à l'IA, cette étude commence à dessiner un truc qui pourrait arriver. Ce serait exactement ça. C'est comme chaque entreprise a intérêt à automatiser. Si les autres le font pas, elle gagne un avantage compétitif. Et si les autres le font, elle est obligée de suivre pour ne pas être distancée. Donc, en gros, tout le monde automatise. Mais collectivement, ça détruit la demande, si on se projette encore une fois avec l'image qui est dessinée par l'étude. Donc les revenus, donc les profits, un scénario perdant-perdant. Les auteurs parlent même de surautomatisation destructrice. Alors, est-ce que c'est inévitable? Bon, déjà, est-ce que ça va forcément arriver? On ne sait pas. Est-ce que c'est inévitable? J'imagine que non. Mais l'étude, ce qui est cool aussi, c'est qu'elle montre des solutions qu'on évoque assez classiquement. Bon, il y a la formation, là, il y a la redistribution, le partage de la valeur. Ils évoquent aussi le revenu universel. Mais tout ça ne suffit pas à corriger ce mécanisme parce que elle ne change pas les incitations des entreprises. Et il parle, dans l'étude, de taxes pigouviennes. Alors moi, j'adore le nom, le mot. Je connaissais pas les taxes pigouviennes, c'est trop mignon. Le nom, ça fait un peu nom de tarte de grand-mère dans le sud-ouest de la France, une tarte pigouvienne comme ça, peut-être avec des légumes, même des bon bref. Donc une taxe pigouvienne sur les tâches automatisées, c'est un peu comme une taxe sur la pollution. Bah oui, en fait, le fait qu'une usine ou une entreprise pollue, elle paie pas directement les dégâts environnementaux, mais l'État met en place ce qui s'appelle une taxe pigouvienne sur la pollution et donc polluer devient plus cher, l'entreprise ajuste son comportement. Baptiste, j'ai eu un petit effet waouh en prenant connaissance un peu de ce sujet et en allant parcourir l'étude. Je ne l'ai pas lu en entier évidemment, mais je trouvais ça hyper intéressant parce qu'au-delà de l'image d'Épinal de l'IA va détruire des emplois, va bouleverser le monde du travail, c'est intéressant de prendre un peu de hauteur et de se rendre compte à quel point ça pourrait changer la donne sur le plan économique des entreprises. Est-ce que tu penses qu'il y a un peu de bullshit? Est-ce que c'est un petit peu sulfureux? Ou est-ce que toi aussi, ça t'éveille des réflexions que tu n'avais pas évoquées jusque-là, cette étude? En fait, l'idée est intéressante, disons parce que c'est en fait, comment dire? Quand, tu vois, les scientifiques et alors
disons, les taxes pigouviennes, tu vois, c'est vraiment le truc des économistes. Tu vois, c'est un peu leur Ouais, leur leur ouais, leur pépé, leur rêve, tu vois? Les taxes carbone, tu vois, si tu parles à un économiste, il est là: «Ah, le changement climatique, c'est réglé, il faudrait juste une taxe carbone, c'est facile, il y a pas de problème», tu vois? Si tu leur c'est demandes. tellement facile. Et non, les taxes pigouviennes, c'est vraiment leur truc, tu vois? Je me souviens quand j'étais à l'uni, le sujet tu vois, c'était un peu plus la vie privée, les données, machin. Et évidemment, c'est quoi le paper? Tu sais, on avait un cours d'éthique évidemment parce que tu dois en avoir un dans un tu sais, campus. Évidemment, c'était quoi le paper qu'on avait? C'était: «Ah, une taxe pigouvienne sur la collecte des données», tu vois? C'est un Ah peu la oui, solution des ouais, c'est la solution des économistes, tu vois? Toujours, ouais. c'est taxe pigouvienne. Maintenant, je trouve ce qui est intéressant avec ce papier, c'est qu'il place ce framework, tu vois? En disant: «Ah bah, regardez, on est dans une situation où tu peux avoir une taxe comme ça parce que tu as le dilemme du prisonnier», comme tu l'expliquais, donc ça, Mmh. c'est super intéressant. Maintenant, est-ce que cette solution-là, elle est, implémentable? Ah, ça me semble compliqué parce que l'externalité, c'est quand même un peu c'est un peu loin. Et en plus, le problème, c'est que tu as aussi le dilemme du prisonnier à l'échelle mondiale, quoi. Comment est-ce que tu fais Ah quand oui. un pays peut-être va vachement, prendre l'automatisation et pas d'autres? Enfin, il y a beaucoup plus de problèmes que juste un truc simple de: «Ah, les entreprises, elles Comme polluent, pour machin». l'écologie, comme pour la pollution Ah, d'ailleurs. exact. Enfin, c'est l'analogie est Et vu excellente. comme on a réglé le problème de la pollution et que les taxes carbone, c'est vraiment un truc qui marche super bien et qui a vraiment été implémenté partout, ça me donne J'avoue, vraiment de la confiance pour ça, quoi, enfin, donc j'avoue. non, je pense que c'est quand même un truc qui est un peu délicat, quoi. Et l'autre truc, c'est que comment dire? Là où peut-être la comparaison, elle se limite, c'est que c'est un comment dire? La pollution, tu vois, c'est un truc qui est assez, comment dire? Qui est self-contained, tu vois? C'est vraiment quelque chose qui existe en soi et qui est pas traité par d'autres parties de l'économie. Alors que ça, tu vois, le travail, la transfert de valeur et machin, c'est des choses où il y a déjà des tonnes de taxes, des tonnes de Oui, régulations, de machin, de trucs. OK. Et donc c'est aussi Oui. un contexte qui est beaucoup plus compliqué et c'est pour ça aussi que je pense que c'est un peu la limite du paper, c'est que tu simplifies les choses vraiment, vraiment beaucoup. Et voilà, je pense pas que ça marcherait aussi bien, disons, que ce qu'ils pensent. Mais en tout cas, Mais c'est intéressant à voir toujours. là, tu réagis beaucoup et avec, beaucoup de recul et de pertinence, je trouve, sur les solutions qui sont envisagées. C'est des pistes de solutions, hein, mais, sur le constat en lui-même, moi, j'ai eu quand même un petit effet waouh! Est-ce que là, tu trouves que c'est un scénario catastrophe un peu exagéré? Ou est-ce que, il n'y a pas un truc qui, pourrait quand même se dessiner, qui serait effectivement, là, à force d'automatiser des choses, admettons qu'on aille dans cette direction, à pleine balle et à 200 km/h, finalement, peut-être que demain, les salariés, ben, les mêmes consommateurs, bah, la relation à la valeur va être profondément bouleversée, quoi. Enfin, tu vois, je Il sais y a pas. beaucoup d'assumptions là-dedans. En fait, c'est ça qui est intéressant aussi avec Mmh. l'IA, c'est qu'on ne sait pas où se placer. Tu vois, c'est quoi le scénario de base et c'est quoi le truc le pire? Tu vois? Est-ce que le scénario de base, c'est: «OK, l'IA nous remplace tous»? Est-ce que le scénario de base, c'est: «OK, en fait, il y a juste des nouveaux jobs qui sont créés», tu vois? Parce que pour l'instant, ça reste le scénario qui, en tout cas, moi, personnellement, me semble le plus Mmh crédible. mh. Où en fait, ben, de la même façon que les machines à vapeur, elles ont enlevé certains jobs, l'électricité a enlevé certains jobs, les Les ordinateurs, tu vois? machines, Avant, il y avait des gens qui dans faisaient des l'industrie. calculs à la main, tu vois? Je veux dire, et maintenant, ça n'existe plus. Donc est-ce qu'on est juste dans ce genre de phase d'automatisation ou est-ce qu'on est vraiment dans un autre régime où en fait, il y aura plus de jobs qui sont accessibles aux humains, tu vois? Le J'ai pas l'impression qu'on soit dans ce régime-là encore. Enfin, j'ai du mal à imaginer. Tu vois, par exemple, j'étais en vacances la semaine dernière et il y avait tu vois, il y a des guides touristiques partout et je me disais: «Non mais les guides touristiques, c'est mort. Moi, j'ai ChatGPT dans ma poche, moi, je vais pas Ouais, payer un ouais. guide». Et en fait, tu te rends compte que le fait d'avoir un humain qui te présente le truc et machin, qui connaît, mais en fait, c'est quand même vachement cool, tu vois? Et c'est vachement cool, Mmh. en fait, juste parce que tu as connexion avec une personne, tu vois? Ouais. Et quand tu es dans ce genre de contexte, en fait, tu te rends compte que tu pourras avoir des humains pour faire tout, tu vois? Il y a plein de métiers avec de la valeur et en fait, où juste la touche humaine peut arriver. Est-ce que c'est sûr que ça peut employer 8 milliards d'humains le jour où les IA font tout? Je sais pas, mais il y a tellement de choses qu'on peut pas imaginer que c'est un peu dur enfin, pour moi, ça me semble un peu dur de dire tout de suite: «Ah, il y aura plus de job pour les humains, c'est fini, quoi». Je comprends. Effectivement, c'est le trait qui est, peut-être un peu grossier et tiré jusqu'au bout. Enfin, en tout cas, je trouvais la réflexion intéressante. Mais c'est ça, Hem, c'est le moment, quoi, c'est avoir des réflexions et c'est ça qui est cool aussi, ouais. c'est qu'il faut se dire: «Bon, ben, on est dans une situation nouvelle, essayons de d'étendre nos horizons, notre imaginaire collectif de qu'est-ce qui pourrait arriver, quoi». Et rien que ça, déjà, je pense que ça nous aide vachement en tant que société. Tu parles des guides touristiques, on pourrait parler des podcasteurs, mon cher Mais Baptiste, ça, c'est évident, tu vois, c'est trop simple comme exemple. C'est pour ça, je me suis dit: «Non, mais je peux pas, c'est quoi». trivial. Voilà, Tu as les raison, podcasteurs qui parlent à propos d'eux-mêmes, bon, bah, voilà. c'est clair. Parce qu'effectivement, mince, j'ai bouffé le nom du truc de Google, Notebook LM là, effectivement, ça avait été présenté comme étant: «Ah, peut-être demain, chacun fera son podcast». Bon, on a encore besoin de gens qui incarnent les choses et qui, apportent leur personnalité et parfois leur imperfection, hein, comme on peut le faire aussi dans Tech Café.
Allez, on continue avec la confiance qui n'exclut pas le contrôle. Quand mon fils dit que sa chambre est rangée, bah moi je vais voir, parce que parfois c'est pas vrai. Et les développeurs devraient peut-être faire pareil avec leur code, avec le code qu'ils livrent. Une idée s'est répandue depuis des années dans le monde de la tech et du développement, c'est l'open source, le code ouvert. C'est plus sûr, c'est plus élégant, ça apporte beaucoup d'avantages parce que tout le monde peut vérifier et cette transparence, elle est importante. Je crois qu'on peut parler même d'une forme de consensus. Enfin, tu nous diras, Baptiste, il y a probablement des exceptions que tu vois, mais globalement, l'open source a plein de belles vertus. Et visiblement, ça commence à sérieusement tanguer. Je suis à peu près certain que tu as suivi ce sujet, évidemment, Baptiste. Je ne suis pas à jour dans Niptech, mais si jamais vous n'avez pas encore enregistré Niptech, c'est évident que vous allez en parler, sinon vous en avez parlé. Mais c'est Cal.com, une société qui est bien installée dans l'écosystème open source, alors que moi je connaissais pas, mais qui semble assez installé dans l'écosystème open source et qui est surtout assez représentatif des startups qui ont réussi la levée de fonds tout en laissant accessible, enfin le code en open source. Et ils viennent d'annoncer qu'ils fermaient progressivement leur code. C'est une vidéo de leur CEO Bailey Pumfleet qui a fait pas mal parler d'elle. Il dit qu'il n'aurait, je cite, jamais pensé un jour faire cette annonce, mais qu'avec l'IA, attaquer du logiciel est devenu beaucoup plus facile. Dans un sens, je crois qu'on peut le comprendre. Aujourd'hui, on peut balancer un agent IA, on le dit depuis le début de cet épisode, ils sont de plus en plus facilement accessibles sur le code source d'une app et lui dire eh vas-y, trouve-moi des failles là, et puis t'as intérêt à en trouver, sinon tu seras puni. Et donc il va sortir une liste de vulnérabilités comme s'il faisait les courses. Avant, il fallait du temps, il fallait un hacker expérimenté, et maintenant, bah, c'est presque comme prendre un abonnement à Netflix. Donc, son raisonnement à Bailey, c'est que si tout le monde peut lire et accéder au code qui est donc open source, le code source des applications, alors tout le monde peut l'attaquer plus facilement et donc, bah, on ferme, voilà. Et c'est là que c'est intéressant et j'en ai parlé en plus de ce sujet dans mon live de vendredi matin. Je vous rappelle que je suis en live chaque vendredi matin de 10h à midi sur Twitch, YouTube et TikTok. Oui, je fais le grand pont des plateformes. J'en ai parlé donc vendredi parce que ce raisonnement, moi je trouve, et j'étais très fier de mon analogie, Baptiste, tu vas me dire, mais parce que ce raisonnement, c'est un peu comme dire, on va prendre les sièges de voiture noirs parce que si on les prend blancs, c'est salissant. Ça se salit trop vite. Alors c'est vrai, effectivement, ça se voit plus, mais ça rend pas la voiture plus propre d'avoir des sièges noirs. Ça rend juste la saleté moins visible. Et j'ai un vrai souci avec cette vision des choses. Je peux pas m'empêcher de penser, comme d'ailleurs on en a parlé un petit peu dans Discord avec la communauté, qu'ils avaient, eux, ce projet depuis longtemps de fermer le code pour des demandes de la part des investisseurs ou d'autres demandes que j'identifie pas et qui profitent un peu de la tendance autour de l'IA pour faire ce changement qui passe peut-être mieux maintenant que s'ils l'avaient fait à une autre époque. C'est mon regard, c'est un peu le regard que j'essaye aussi de partager avec la communauté Tech Café issue des discussions sur le serveur Discord. Baptiste, là encore, tu as les deux pieds dans le domaine. Est-ce que l'open source, c'est beau, c'est noble? Est-ce que l'IA rend ça dangereux maintenant? C'est quoi ta vision là-dessus? Je pense qu'il nous faut un nouveau terme. On va appeler ça faire une Ah! anthropique. Tu vois? C'est attention, l'IA c'est dangereux et du coup mais du coup, comme je suis vraiment une personne bien, parce que l'IA c'est tellement dangereux, et ben je vais faire ce qui est exactement dans mon intérêt. Parce que c'est pour ton bien, hein. C'est vraiment pour le bien de l'humanité, mais du coup, je vais faire ce qui est vraiment exactement dans mon intérêt, quoi. Donc Ouais. vous voyez ces modèles que je disais qui vont être open source? Et ben je vais pas les faire open source parce que mais c'est pour vous protéger, parce que moi je sais quoi en faire. C'est vrai! Et là, ils nous ont fait un excellent cas d'anthropique que ah non, non, vraiment, nous, on voulait faire open source, mais là, c'est juste trop dangereux, quoi. C'est pas comme si notre code, aujourd'hui, il est open source et que les failles, la plupart des failles, elles sont open source de toute façon. Donc, finalement, de toute façon, enfin, comment dire? Ils vont pas réécrire leur application. C'est juste que maintenant, les nouvelles failles qu'ils vont ajouter avec le vibe coding, tu vois, elles seront plus, enfin, non, c'est pas réaliste, enfin, sérieusement. Ouais. Je comprends je comprends absolument ce qu'ils veulent faire, tu vois? C'est quoi Avoir l'intérêt pour une boîte d'empêcher de mettre à disposition le code source? Bon, l'idée de base, c'est que je connais pas exactement cal.com, mais en général, Mmh. il y a beaucoup de startups comme ça qui font ça dans le monde du développement. Donc, dans le monde du développement, l'open source, le grand avantage, c'est que quand tu utilises une librairie, quand tu utilises du code de quelqu'un d'autre, le fait qu'il soit open source, c'est vachement bien parce que d'une part, c'est vachement plus simple. Tu vois, tu as pas besoin de te demander ah, est-ce que je dois payer à telle personne, machin. Tu vois, tu fais pas de calcul, tu l'utilises. Ça devient le standard, donc tout le monde connaît. Tu vois, genre quand tu changes d'une entreprise à l'autre, ben, tu utilises le même logiciel parce que de toute façon, c'est le truc standard. Et, en plus, tu as aussi le truc que c'est plus sécure, en tout cas jusqu'à aujourd'hui.
parce que, comme tout le monde le regarde, tout le monde l'utilise, c'est standard et donc c'est forcément plus sécurisé, tu vois? Imagine maintenant qu'il y avait qu'un seul modèle de coffre-fort dans le monde entier et ben, forcément, il serait probablement plus safe que n'importe quel des milliers Ouais, carrément. de trucs qui existent aujourd'hui, quoi. Et donc maintenant le problème, c'est qu'évidemment, si le code est ouvert, l'IA peut plus facilement trouver les failles. Sauf que leur IA, elle peut trouver les failles tout aussi vite que les autres. Et si c'est des pros, les gars, ben, ils vont juste faire quand il y a un nouveau modèle qui est disponible, ils vont le faire tourner l'IA dessus et ils vont trouver les failles. Donc j'ai vraiment du mal avec leur analyse. D'autant plus que ce qu'ils pourraient faire, tu vois, par exemple, c'est dire: «Ah bah, quand on a une nouvelle version, on la sort avec quelques semaines de retard. Comme ça, on peut faire tourner nos IA Ouais. dessus pour vérifier» et voilà. D'autant plus que de toute façon, c'est un problème que le reste de l'internet va avoir à trouver et c'est pas comme si maintenant c'était les seuls au monde à faire ça. Tu vois, je veux dire, enfin, et tout le logiciel open source va pas disparaître tout d'un coup parce qu'à cause de l'IA, donc non, c'est pas très réaliste. Mauvais point, comment il s'appelle? Bellé, c'est ça? Mais Mauvais ils ont point. raison, c'est Mmh. le problème, soyons francs. Je veux dire, si c'est bien pour leur business de le faire et je suis un peu trop capitaliste, mais je veux dire, si c'est bien pour leur business de le faire, qu'ils le fassent. Je veux dire, moi j'ai pas de problème avec ça. Mmh. Enfin, c'est un peu ce truc d'internet où les gens ils se préoccupent trop de la réaction des autres gens. Évidemment, les gens qui l'avaient gratuitement avant open source, ils vont râler. Bah, c'est Évidemment. normal. Mais eux, si c'est leur entreprise, si c'est pour le bien de leur entreprise, ben, qu'ils le fassent. Je veux dire, c'est bien. Mais par contre, l'excuse à la con, bon, ça c'est un peu dommage, quoi. Mais bon, c'est la vie, je suppose. C'est mieux de ouais. C'est marrant parce qu'il se serait pris peut-être plus de critiques ouvertes s'il l'avait fait à un autre moment sans avoir cette excuse, mais finalement ça aurait été peut-être plus honnête de ton point de vue Ouais. et du mien, hein, c'est Ah oui, c'est c'est clair. clair. Mmh. Bon, écoute, en tout cas, non, ne partez pas du principe que parce que, le code est open source, il est plus en danger qu'avant. Enfin, je pense que c'est un petit peu un raccourci qu'on peut avoir et ça mériterait justement de faire des études et de creuser le sujet, je pense. Je sais pas si ça existe, mais je pense que c'est vraiment un domaine de recherche Ah oui. qui peut être assez intéressant aujourd'hui. Il y a beaucoup de recherches en général sur l'open Ouais, source, sur la sécurité. J'ai une amie qui fait un un doctorat dans les communautés open source, tu vois? Donc comment est-ce que les OK, développeurs se mettent trop bien. entre eux? Comment est-ce que enfin, il y a vraiment il y a beaucoup de recherches parce que c'est vraiment en fait quelque chose qui est de plus en plus important, tu vois? C'est Le quel domaine, concrètement sa recherche? Ça relève de quel alors domaine, spécifiquement, c'est dans les minorités. Comment est-ce que les gens qui maintiennent de l'open source, comment est-ce que les minorités se portent là-dedans, tu vois? Et est-ce qu'ils D'accord. sont marginalisés? Est-ce que c'est Mais plus c'est un facile, domaine plus dur pour eux? sociologique, tu veux dire, Ouais, c'est vraiment de la ou sociologie dans informatique? ce Non, c'est de cas-là. la sociologie. D'accord. Mais Ça, c'est après intéressant. ça interagit toujours, tu vois? Comment est-ce que tu vois, c'est comme si dans une entreprise, tu vois, le management, c'est un peu de la sociologie des fois, tu vois? Et de la même façon que comment est-ce que tu À crées fond. quelque chose? Enfin, voilà, c'est toutes des choses qui sont dépendantes. Ce que je dis, c'est qu'en général, il y a beaucoup de recherches sur ces domaines, tu vois? De dire que, comment est-ce que l'open source marche? Qu'est-ce qui est safe? Qu'est-ce qui est pas safe? Et pourquoi aussi il y a beaucoup de recherches? Parce que, bah, quand tu es chercheur, c'est vachement pratique parce que tout est op là, beaucoup de choses sont ouvertes, tu vois? Donc c'est Carrément. vachement plus facile Bah, bien que sûr. tu vois, c'est vachement plus facile d'étudier les failles de sécurité ou comment est-ce que le code est fait dans un truc ouvert que, chez OpenAI ou chez Google où tout est fermé, quoi. Donc il y a aussi ça, quoi. À mon très maigre et très humble niveau, moi qui me suis expérimenté sur un projet vraiment vibe coding et cetera, de le mettre à disposition du plus grand nombre, j'ai eu plein de retours hyper C'est intéressants, trop bien, quoi, ouais, et ouais. des retours qui améliorent les choses. Donc, il y a un partage de la connaissance qui est vraiment chouette là-dessus. On continue avec, Anthropic. On reparle un petit peu d'Anthropic. D'ailleurs, ils ont fait une entreprise, je ne sais pas si ce serait pas plutôt une, OpenAI, parce que c'était OpenAI quand même qui promettait beaucoup au départ, l'ouverture sur, Ouais. leur modèle et non? Alors c'était quand même beaucoup les gens C'est de Anthropic qui étaient à ah OpenAI oui, qui sont partis pour créer Anthropic. Donc c'est vrai, disons, tu as c'est raison, un tu peu as les raison, tu 2. as raison. Soyons francs, OK, c'est un peu OK, les 2. c'est vrai. Mais c'est vrai qu'en plus OpenAI, ils ont encore ça dans leur nom, donc il y a quelque Ouais. chose de très fort, je trouve. Mais oui, exact, pour Anthropic. Anthropic donc qui vient de lancer son nouveau modèle. Bon, bah, voilà, hein, il y en a un, régulièrement, Claude Opus 4.7. Sur le papier, sur le papier, c'est une évolution classique, donc c'est une nouvelle révolution, voilà, des meilleures performances en raisonnement, analyse financière plus poussée, mémoire, améliorée. Heureusement, enfin, je crois en tout cas, sans hausse de prix. Mais ce qui est plus intéressant, c'est peut-être pas tant le nouveau modèle en lui-même, c'est ce qu'ils ont mis autour. Et ça nous permet de faire le lien avec le sujet précédent. Avec Opus 4.7, Anthropic introduit un dispositif qui s'appelle, le Cyber Verification Programme. On avait relayé le fait que Mythos, c'est leur gros modèle là, qui est en gestation, on en a parlé, la semaine dernière, chez Anthropic, serait disponible uniquement sous conditions. Concrètement, ça va concerner les professionnels de la cybersécurité, donc typiquement, les personnes qui font des tests, les pentesters, les chercheurs justement dont on parlait juste avant. Et si l'utilisation de Claude, avec cette version en tout cas d'Opus 4.7 les bloque parce que,
Claude estime que leur demande est sensible, ils peuvent aller remplir un bon formulaire comme on va remplir notre feuille de demande de remboursement, de prise en charge de soins, et cetera. Un peu d'administratif dans ce monde-là, pour demander un déblocage. Alors, il faut voir exactement comment est-ce que ça va être pris en charge. Hem, il faut voir ça comme un blocage par défaut des usages de cybersécurité un peu dangereux, mais qu'on peut déverrouiller. C'est un système d'exception sur demande qui est validé au cas par cas. Évidemment, c'est dispo que si vous ne demandez pas à ce que, Anthropic ne conserve aucune donnée. Ils ont un programme, ils ont une possibilité, chez Anthropic, qui permet de ne conserver aucune de vos données. Donc ça fait penser, moi, à l'orientation, qui peut y avoir dans plein d'entreprises que j'ai connues pendant des années, mais des filtrages qu'on peut avoir pour l'accès internet. Voilà, on bloque par défaut et puis on ouvre si c'est pertinent, on bloque si on a un doute et on ouvre si c'est pertinent. Hem, comment tu avais suivi cette composante-là? Est-ce que j'ai raison de souligner le fait que c'est peut-être là la nouveauté, peut-être pas la plus importante, mais la plus pertinente à être discutée dans un podcast? Et est-ce que tu penses que ça va dans la bonne direction, cette, proposition d'Anthropic? Ouais, je pense que mais ça va vraiment, comme tu l'as dit, dans la direction de Mythos la semaine dernière, où finalement, ben, ils sont là: «Ah, nos modèles sont tellement dangereux que, il faut limiter l'accès», quoi. Ils ont déjà pour certaines fois, j'ai aussi lu une news où comme quoi maintenant, ils peuvent te demander de vérifier ton identité Oui, j'ai vu ça. quand tu utilises Claude. Alors je sais pas exactement pourquoi c'est jamais très clair. Je sais pas, d'un côté, il y a une partie de moi qui est vraiment triste parce que avant, la majorité des choses étaient ouvertes. Tu vois? Au pire, il fallait payer et c'était jamais énorme, tu vois? Mais pour utiliser du software, tu vois, c'était en général assez ouvert et tout le monde dans le monde avait accès à la même chose, tu vois? Et je pense que c'est vraiment cette culture aussi, tu vois? L'open source, c'est un peu ça, tu vois? Cette culture d'ouverture, machin. C'était Mmh. vraiment une bonne chose, tu vois? Ça donnait tout le monde un plan égal, tu vois? Genre, tu étais étudiant, tu avais à peu près l'accès à la même chose que quelqu'un dans une entreprise, tu vois? Même plus parce qu'en fait, tu avais pas toutes les restrictions, tu vois? Comme tu dis du département IT. Et en fait, ça, c'est en train de disparaître parce qu'Anthropic, ils estiment d'une part, ils ont le droit, tu vois? Évidemment, c'est une entreprise privée et parce qu'ils estiment qu'eux, ils ont le devoir de surveiller que leur outil soit pas utilisé pour des mauvaises choses. J'ai un peu de mal avec ça, mais d'un autre côté, je respecte leur droit de le faire, quoi. Mais je sais pas, ça me rend un peu triste, quoi. En même temps, comme tu disais tout à l'heure pour Cal.com, qui ont quelque part raison, en tout cas, qui ont une certaine légitimité à faire des choix qui vont dans leur sens sur le plan, bah, eux, de leur côté, j'imagine, business. Là, en l'occurrence, Anthropic, j'imagine qu'ils ont aussi, une raison de faire ça pour anticiper des futurs procès qui pendent, à leur nez peut-être et qui, en tout cas, embêtent peut-être plus aujourd'hui, Google avec Gemini et OpenAI avec ChatGPT, mais avec des utilisations de ces chatbots par IA qui amènent à avoir des, situations où on peut leur imputer une forme de responsabilité sur des actes dans la société. On parle de cybersécurité, on peut parler évidemment de tous les sujets qui sont faciles à mettre en avant pour sensibiliser tout le monde, la pédophilie, le terrorisme, et cetera. Et donc, bah, quelque part, est-ce que c'est pas, aussi logique qu'ils fassent ça, pour ça, tu vois? De se protéger finalement? Non, non, absolument, ils ont raison et c'est ça qui est triste, c'est que d'un point de vue business, je comprends complètement pourquoi ils le font, tu vois? Plus, Mmh. il faut aussi dire, faut être franc, il y a aussi une question d'idéologie chez Anthropic, tu vois? Il y a vraiment l'idéologie que: «Ah, nos modèles sont tellement dangereux qu'il faut qu'on les bloque, qu'on Puis les ça fait de la laisse bonne pas». pub, hein. Bah oui. Ouais, c'est ça et il y a aussi l'aspect de: «Ah, nous, c'est à nous de décider qui ont accès aux nos modèles». Tu vois? C'est aussi ça, cette mentalité, tu vois? L'histoire avec quand ils avaient des débats avec le département de l'armée américaine, tu vois? Ouais. C'était ça aussi. C'est pas c'est une question de: «Ah, nous, on doit décider». Donc, bon, on peut être d'accord ou pas avec eux. Le fait est qu'on vit dans un monde libre, ils ont le droit de le faire et c'est OK. Mais voilà, c'est une page de l'internet, une façon de voir le monde qui est différente, tu vois? On peut très bien imaginer même dans quelques années, tu vois? Le projet Glasswing, enfin, cette histoire avec Claude, le qu'on a de la semaine dernière, cet énorme Oui. modèle, on peut imaginer que dans quelques années, bah, en fait, les plus gros modèles d'IA, tu vois, les modèles les plus performants, bah, en fait, tu y as pas accès, tu vois, en tant que Mmh. particulier, tu vois, toi et moi, bah, en fait, on n'aura accès à rien et quand tu créeras une startup, tu auras pas accès et il faudra attendre d'être vraiment une grosse boîte, tu vois, pour commencer à pouvoir, à être sur les modèles les plus performants. Ce qui, enfin, dit comme ça, moi, je trouve ça vraiment problématique, quoi. Mais bon, encore une fois, peut-être que et du coup, il y aura l'Union européenne qui viendra, qui fera une loi pour dire Mais bien qu'en fait, sûr! tout le monde doit avoir enfin, c'est probablement ce qui va se passer, quoi. Et bon, Mmh. c'est la vie, je sais pas si on peut l'éviter, mais voilà, ouais, c'est comme ça. Et peut-être la Ce qui est dernière marrant, chose, c'est c'est oui? aussi lié au fait que l'IA, en fait, soit tellement centrale, tu vois? Genre le software, les logiciels, c'est ultra décentralisé quand tu penses, tu vois? C'est tout le monde y a accès, c'est très égalitaire. Alors qu'au contraire, bah, l'IA, en fait, comme il faut des gros serveurs, des gros moyens, des milliards et des milliards d'investissements, bah, du coup, bah, ça restreint beaucoup plus et ça pousse le haut, quoi. Excellent. Écoute, on verra. C'est vrai que ça donne l'impression quand on observe ces dernières années,
l'actu de l'IA, on a l'impression de voir une espèce d'avance rapide de plein d'autres sujets qu'on a vus dans la tech au fil des années qui mettaient beaucoup plus de temps. Mais ces mouvements d'innovation, de bouleversement, de compétition, de rapport aux États, de fermeture, et cetera, c'est marrant de les voir aussi vite, finalement, quelque part. Ça Ouais. fait un bon résumé de l'histoire de la tech, quelque part. On a appris, tu vois, c'est ça. Tu vois, à force Ouais. d'avoir des podcasteurs qui racontent la tech C'est tous vrai. les jours, machin, tu vois? Et ben, qu'est-ce qui se passe? Et ben, les gens, ils ont appris et du coup, C'est vrai. les trucs, ils viennent plus vite, tu vois? Ils ont les réflexes dans leur tête. «Ah, mais quand il y a ça, du coup, après, il y a ça qui se passe» et voilà. Donc C'est finalement, vrai. on peut être Il y a content de une notre boulot, je courbe pense. d'apprentissage qui s'est faite, effectivement. Exact. On peut terminer au passage avec, comme, Anthropic qui a annoncé que la nouvelle version de son nouveau gros LLM, la Mythos, sa nouvelle IA ne serait accessible que sous certaines conditions. Donc les progrès en matière de détection de failles dans les logiciels et serveurs, évolué. Il y a OpenAI, évidemment, qui répond sur le même thème avec GPT 5.4 Cyber, j'aime bien cyber, qui devrait être disponible que pour les entreprises, là aussi spécialisées en cybersécurité. Voilà, on voit que c'est un mouvement global, effectivement. Est-ce que ça t'arrive, Baptiste, de passer trop de temps devant les écrans, au point de sentir que tu as les yeux qui te démangent, qui te grattent comme ça? Est-ce que ça t'arrive? Alors, avoir mal aux yeux un petit peu, je veux dire, mais Ouais. les yeux qui me démangent, ça m'est jamais arrivé, heureusement. Ah, alors peut-être que tu n'es pas encore, sujet à cette, maladie. Il faut que je vous avertisse, dans ce podcast, et que Tech Café joue son rôle de prévention de la santé. Faites attention à la Bicksonimanie. C'est une maladie oculaire qui est liée au temps passé devant les écrans. Ça fait rosir ou rougir les paupières, ça gratte, ça irrite et si vous frottez trop, eh ben, c'est la Bicksonimanie et vous êtes bien embêté. Bon, en fait, évidemment, ne paniquez pas, cette maladie, elle n'existe pas. C'est le genre de news qui permet d'équilibrer un peu la vision qu'on a et qu'on partage encore une fois dans cet épisode et au fil des épisodes des IA qui seraient, de plus en plus puissante et surpuissante. C'est une invention complète, cette maladie, d'une chercheuse suédoise qui a publié de fausses études, en fait même truffées d'indices. Donc en gros, explicitement dans la fausse étude, il y a des institutions complètement fictives, des participants qui sont explicitement dits comme fictifs. Il y a une mention en toutes lettres dans le texte, cet article est entièrement inventé. Donc voilà, n'importe quel humain qui lit aura identifié le caractère pas fondé de cette étude. Elle voulait, et je crois qu'elle a bien réussi son coup, elle voulait tester si les IA avaleraient n'importe quoi pourvu que ça ressemble à une publication scientifique. La réponse est oui. ChatGPT, Gemini, Copilot, Perplexity, tous ont décrit la Bicksonimanie, c'est pas facile à dire Bicksonimanie, comme une vraie maladie avec les symptômes et les recommandations cliniques. Et une vraie revue scientifique a même cité l'une des fausses études dans un article officiel qui a été retiré bien plus tard, bien des semaines après. Et en fait, c'est marrant, mais ce que ça révèle, c'est que nos outils IA ne vérifient pas du tout ce qu'ils voient, évidemment. Hein, ça, on le savait, mais là, c'est une preuve assez forte des conséquences que ça pourrait avoir. Et quand une source imite la forme du sérieux, évidemment, le fond passe sans problème comme une lettre à la poste. Donc à méditer la prochaine fois qu'un chatbot vous fait un diagnostic. C'était juste rigolo de voir qu'elle est arrivée à duper les IA, cette chercheuse, de manière aussi fondamentale. Et en même temps, tu sais, Baptiste, quand je vois cette news, évidemment, elle me fait sourire. Et tu sais, est-ce que moi, si j'avais consulté en tant qu'humain l'étude, j'aurais vraiment vu tous les détails qui ont été disséminés et qui montrent que l'étude, elle est bidon? Eh ben, tu vois, je vais être honnête, je suis pas sûr. C'est rigolo cette anecdote, non, quand même, sur cette fausse maladie? Ouais, c'est marrant évidemment, tout le concept, je veux dire, voilà, c'est fait pour l'internet cette news, c'est Oui, voilà. c'est clair, Mais ouais. évidemment que tu l'aurais pas enfin désolé, je Ah, pas mais non, forcément mais tu as raison, évidemment tu que as tu raison. l'aurais pas vu. C'est Mmh. toi-même qui a déclaré il y a 15 minutes quand tu parlais de l'article scientifique des économistes que tu disais: «Ah mais je l'ai pas lu en entier». Tu vois? C'est C'est la carrément même vrai, chose mais tu as et c'est 100 normal. raison. Je veux dire les IA quand tu penses, je veux dire quand tu tapes imagine tu tapes tes symptômes sur ChatGPT. Il te répond en combien de temps? Tu vois, au maximum, tu vois, avec tu sais, ChatGPT, Quelques Thinking, machin, tu te dizaines dis de secondes. ouais, c'est ça. Au mieux 1 minute, et en 1 minute, il a pas le temps de lire tout le papier, tu vois? C'est trop long et il va pas en lire plusieurs. Donc évidemment qu'il va faire cette faute. Je veux dire, c'est logique. Maintenant, est-ce que c'est vraiment un problème? Pas un humain aurait fait la même faute, tu vois? Donc c'est délicat, hein. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut en conclure. Est-ce qu'il faut en conclure que tu peux pas faire confiance à ChatGPT pour les trucs médicaux? Mmh, je suis pas sûr parce qu'au final, si l'alternative, c'est de juste laisser passer et de rien faire, tu vois? Je suis pas sûr que ce soit beaucoup mieux, tu vois? Donc
je sais pas ce que c'est la morale de l'histoire, si ce n'est que, les humains, les IA ont les mêmes failles que les humains, ce qui ouais, je sais pas comment je me sens par rapport à ça. Et d'un autre côté, ce que tu peux dire, c'est aussi qu'est-ce que c'est la meilleure façon de combattre ça? Tu vois, qu'est-ce que c'est la meilleure façon de combattre les articles scientifiques qui sont un peu pourris? En fait, c'est de l'IA, tu vois? C'est d'avoir des gens qui vont à travers les papiers, qui vont lire ça, tu vois? Parce que si maintenant, par contre, tu demandes à ChatGPT: «OK, cet article-là, lis-le et dis-moi s'il y a des trucs, des fraudes ou des risques machin», je peux te dire qu'il va le trouver que tu as dit Carrément, que les patients, ils sont si tu fake. le Donc, challenges. c'est probablement ça va probablement nous aider l'IA au final dans ce domaine-là. Ouais, tout est affaire de rapport entre les risques que ça amène et les bénéfices. En fait, je pense que ce que ça met en lumière surtout, c'est à quel point ça peut aller vite et à quel point la portée peut être grande finalement. C'est vrai. Enfin bon, je suis pas certain que l'IA ait particulièrement beaucoup recommandé des traitements contre la bixomanie auprès d'énormément de monde, mais effectivement, c'est aussi le rapport de taille, quoi, et de dimension et de vitesse de propagation. Bon, Ouais. encore une fois, vous n'apprenez rien si vous écoutez les podcasts tech, mais c'est juste l'anecdote qui est rigolote. Avant qu'on continue cet épisode, merci infiniment à vous qui soutenez Tech Café sur Patreon. Pour plus d'infos, c'est sur patreon.com/techcafé. Et si jamais vous écoutez cet épisode ou que vous regardez cette vidéo pour la première fois, bienvenue, mais vous ne connaissez probablement pas Patreon. C'est une plateforme de financement participatif qui permet de vous abonner à un créateur et de bénéficier d'avantages exclusifs, en l'occurrence pour Tech Café, en vous abonnant. Vous accédez, alors notamment aux épisodes sans la pub. Ça, je sais que c'est un truc qui plaît au plus grand nombre parce qu'il y a même des personnes qui me disent: «Oh là là, j'ai cru que mon abonnement était tombé parce que j'ai écouté un épisode, avec la pub». Il y a eu un souci avec le flux des épisodes de podcast dans Podcast Addict. Donc voilà, pas de pub, ça, c'est quand même vachement confortable. Les épisodes sont maintenant aussi disponibles pour vous, quelques heures en avant-première. Vous accédez aussi à la newsletter complète avec la veille qui est bien classée par thématique et des infos exclusives sur les coulisses de ma vie de créateur de contenu et des coulisses de Tech Café. Et vous pouvez même, en fonction des niveaux, avoir accès au live privé mensuel. Donc, à vous de regarder quel est le niveau qui se prêtera le mieux à vos attentes. Et la raison pour laquelle je rappelle cette existence à chaque épisode, c'est que cet abonnement, c'est tout simplement mon gagne-pain, c'est mon salaire maintenant que je suis à mon compte et dédié à 100% à la création de contenu. Vous qui écoutez là, ce podcast ou qui regardez cette vidéo, mes clients, mes sponsors, mes partenaires, mes ambassadeurs même, quand vous partagez la bonne parole autour de vous. Alors merci évidemment du fond du cœur de rendre possible cette reconversion professionnelle. Vous le savez, comme tous les abonnements sont proposés sans engagement chaque semaine, il y a des abonnés qui se désinscrivent. C'est évidemment complètement compréhensible. J'en veux à personne, hein, même je vous en veux un peu, mais pas trop quand même si vous arrêtez votre abonnement parce que c'est un abonnement sans engagement. Et moi, ça m'horripile tellement quand je me désabonne d'un service qui me met des bâtons dans les roues que je suis très content de savoir que l'abonnement Patreon à Tech Café, il se résilie en un clic. Comme ça, quand on veut plus être abonné, ça se fait immédiatement. C'est pas une friction. Donc ça, j'adore. Vous n'êtes pas verrouillé. Mais du coup, comme c'est facile de se désabonner, c'est la raison pour laquelle il faut que j'incite à chaque fois les personnes qui profitent de Tech Café pour leur dire, voilà, participez à votre tour. Vous allez remplacer des personnes qui ont souhaité mettre fin à leur abonnement. Et la petite astuce assez géniale qui fait que vous allez pouvoir mettre... alors, soit moi, je mets un pied dans la porte, soit vous allez mettre un premier pied dans l'univers de Tech Café avec Patreon, c'est qu'il y a un niveau gratuit, patreon.com/techcafé. C'est d'ailleurs la méthode que j'ai retenue maintenant pour vous envoyer la newsletter hebdomadaire. Une newsletter qui arrive. Alors, il n'y a pas toute la veille complète si vous avez la partie gratuite. Vous avez cette partie veille complète si vous êtes abonné payant. Mais il y a une maquette qui évolue de semaine en semaine. Et j'ai eu encore des retours positifs sur la maquette de la newsletter. Donc, je pense qu'elle plaît. Et puis, je prends aussi quelques secondes pour vous parler de l'évolution de Patreon parce qu'ils font un peu évoluer la plateforme. Donc là, ça intéressera aussi les personnes qui soutiennent Tech Café sur Patreon. Ils ont introduit ce qui s'appelle les clips. Alors, j'ai beaucoup de mal avec le nom, les clips, Q-U-I-P-S. En gros, c'est des posts de réseaux sociaux et c'est marrant de voir que Jack Conte, qui est le créateur, le fondateur de Patreon, a longtemps critiqué l'enshitification, ou en tout cas des choses qui s'apparentent à ce type de phénomène avec les réseaux sociaux et qui ne bénéficient pas aux créateurs de contenu. Donc, c'est un petit peu la raison d'être de Patreon. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Patreon est en train de se transformer en réseau social. Alors écoutez, moi je suis en train de regarder, d'observer ça, je participe, j'ai envoyé mes premiers clips, je pense que c'est comme ça qu'on dit, quips peut-être. En tout cas, j'ai fait mes premières publications sur l'espace qui s'apparente à un réseau social de Patreon. Ils sont tous gratuits. Et donc, c'est une chasse gardée des créateurs de contenu, loin d'un Instagram ou d'un autre réseau social qui peut être pollué par la pub.
Et donc, c'est une raison de plus pour pour vous inviter à aller jeter un coup d'œil sur patreon.com/techcafé. En plus, il y a aussi cette espèce de viralité et d'émulsion entre créateurs. Donc, bah voilà, par exemple, un Patrick Béja qui va publier un contenu sur Patreon avec un Kips. On pourrait le faire ensemble, je pourrais lui répondre, etc. Donc, ça crée un petit peu de visibilité. Baptiste, je sais que vous en parlez régulièrement, mais non, Mike, Ben ne veulent toujours pas proposer un Patreon, c'est ça pour Niptech? C'est un non absolu? Non, mais je pense que on est dans une démarche un peu différente de toi où en C'est vrai. fait, tu vois, toi, tu vis maintenant, tu vois, tu es podcasteur professionnel, tu vois? Nous, c'est vraiment Waouh! pas le but. Le but, c'est au contraire, Mmh. notre objectif, c'est de garder la longévité, tu vois? C'est de rester à faire Niptech et la meilleure façon pour ça, c'est que ça quelque chose qui nous prenne pas trop de temps, où on soit un peu qui soit un peu optimisé, tu C'est vois? vrai. Et ben, Mmh. le fait de maintenir le Patreon, de demander aux gens et machin, en fait, c'est du boulot, tu vois? Et du coup, C'est tu es clair. redevable à quelqu'un et pour l'instant, c'est pas vraiment disons le mood dans lequel on est, quoi. On préfère Ouais. juste Mmh. faire ça de notre côté, l'autofinancer et ça nous fait plaisir de le faire. Mais je sais bien, je pense que c'est super bien qu'il y ait des modèles différents, quoi. Tu vois, où tu des gens comme toi qui sont Merci. indépendants, tu des, nous qui sommes non, disons super indépendants, enfin, de voilà, qui sont vraiment genre, voilà, c'est un loisir, c'est voilà et Ouais. que tu des au contraire, que tu des entreprises qui puissent se développer, tu vois? Comme tu vois aux États-Unis, les gros créateurs de contenu et toute cet écosystème, je pense, c'est au contraire, cette diversité, elle est super bien. On est complètement en phase. Je partage, ton sentiment effectivement. Mais allez écouter Niptech quand même. Voi Et je suis content au passage de t'entendre dire que c'est du boulot parce que ah parfois, tu sais, je pourrais avoir un peu ce dilemme et ce sentiment de comment on appelle ça? Le complexe de bon, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, il y a des personnes qui font un boulot très complet sur, l'apport de valeur, d'information et cetera et le fait de faire connaître le podcast, de le mettre en image, de le faire connaître sur les réseaux sociaux, de mettre, comme on m'a dit une fois, les mains dans le caca pour faire connaître le contenu, c'est un boulot à part entière et je ça je je te rejoins. Ça, je peux complètement, être d'accord parce que alors déjà, juste le professionnalisme dans les notes de l'émission qui sont très bien organisées, l'invitation Et qui est et jolie c'est et tu le tout, dis alors que le setup de Guillaume. c'est pas moi qui les fais d'habitude les notes de l'épisode. OK, bah, moi, quand je suis aujourd'hui, c'est toi qui les as faites, donc voilà Ouais. et en plus, voilà, je veux dire, tout ce qu'il y a autour des tech cafés, je veux dire, ça a rien à voir, tu vois? Niptech, on a le site, on a trouvé le site le plus simple à faire, tu vois? Pour pas avoir besoin de le maintenir et Marche tout. bien, hein. C'est voilà, ça a rien à voir. Mais et dès qu'on doit faire, tu vois? À un moment, tu vois, je m'amuse à faire un post un tweet à chaque épisode de Niptech, tu vois? Ça me faisait tellement chier que j'ai Tu arrêté de m'étonnes. le faire et parce que c'est vraiment du boulot, tu vois? Et quand tu et en fait, le problème, c'est que quand tu es obligé de faire quelque chose, tu vois, même si au début, tu vois, c'est ton loisir, quand tu es Mmh. obligé de le faire et ben, ça devient un boulot et une contrainte, quoi et c'est ce que beaucoup de créateurs sur internet disent, quoi et nous, on veut pas ren et dans Niptech, clairement, on veut pas rentrer là-dedans, quoi. Et ça s'automatise pas encore, hein. Quand je relais, Tech Café sur, la chaîne WhatsApp, oui, il y a une chaîne WhatsApp sur, les serveurs Discord et cetera. Oh oui, oui, il y a des choses qu'on pourrait automatiser plus facilement qu'avant, mais Mais encore c'est quand aujourd'hui, même je le fais à la main. mais même si tu le fais avec une IA, tu vois, ça va se voir. En fait, c'est ça qui est difficile aujourd'hui, tu vois? Mmh. De le faire sans que ça se voit. Tu vois? Et maintenant, tu vois, de plus en plus, on a des filtres, que si tu vois passer un tweet que tu vois qui a Mmh. été créé par l'IA, c'est Mmh. bon, tu vois? Je veux même pas le regarder, quoi. Parce que juste, tu vois, tu filtré, tu vois? Maintenant, on filtre de plus en plus, donc tu as aussi Carrément. besoin de le faire. C'est terrible, quoi, mais ouais, D'où le fait qu'on pourrait reparler des labels en début d'épisode là avec le dispositif, ouais. parce qu'il y a quand même des choses qu'on peut apporter avec de l'IA qui font gagner du temps, mais ça fait pas tout effectivement. Mmh. Il faut effectivement garder en tête ce filtre auquel moi je suis hypersensible d'ailleurs. C'est quand je vois un contenu qui me paraît fait par IA, ça me perturbe. Faudrait qu'on prenne du recul aussi là-dessus. Vous connaissez l'expression quand il y en a plus, il y en a encore et je ne parle pas des news de Tech Café, même si c'est vrai. Et dans la tech, ça vaut aussi pour les données, même quand une startup coule et il en coule beaucoup, surtout depuis 2022. Ces actifs numériques, eux, ne disparaissent pas. Donc ça va être les actifs numériques, c'est quoi? C'est les conversations Slack, c'est les emails internes, c'est les tickets Jira, les dépôts de code évidemment, tout ça, ça dort quelque part sur des serveurs. Et il y a maintenant des gens pour s'en occuper. Alors ça, j'ai découvert ça. Simple Closure, c'est une boîte américaine spécialisée dans la fermeture d'entreprises. Son boulot, c'est d'accompagner les fondateurs dans la liquidation de leur startup. En vrai, ça, trop cool. Il en faut. Ça inclut comment? Il en faut des gens qui font ça, quoi. Et voilà, et il en faut. Et je trouve que c'est très bien. D'ailleurs, ça participe un peu à cette culture américaine où il n'y a pas la même vision de l'échec qu'on peut l'avoir en Europe ou même en France. Et où là-bas, c'est une étape et c'est une ligne sur un CV. Et donc, on accompagne aussi la fin de vie d'une startup. Donc, en tout cas, voilà, ça inclut les démarches administratives, les créanciers, les employés. Et maintenant, la monétisation de données résiduelles. Et donc, il propose, Simple Closure, il propose aux fondateurs des startups concernées de vendre leurs archives opérationnelles
comme données d'entraînement pour des modèles d'IA. C'est ce qu'ils appellent, avec un sens du marketing assumé, l'exhausteur opérationnel. J'adore, l'exhausteur opérationnel de l'entreprise défunte. En un an, une centaine de transactions ont été bouclées, plus d'1 million de dollars récupérés pour les fondateurs. Les prix varient entre 10 000 et 100 000 dollars selon le volume et la qualité de données. Et pour structurer tout ça, ils ont lancé un hub. Donc, c'est vraiment une espèce de place de marché, quoi, une espèce de site de vente en ligne où les données en fermeture peuvent mettre en vente leurs archives. C'est un marché qui se formalise. Et évidemment, hein, je dis tout ça comme si c'était une vraie opportunité. Et oui, c'est une vraie opportunité, mais il y a un problème évident dans tout ça. Vous l'avez peut-être déjà vu venir. Les gens qui ont écrit ces messages, ils ne savaient pas que ça finirait dans un set de données. L'employé qui a discuté de son salaire sur Slack, il n'a peut-être pas envie non plus. Celui qui s'est plaint d'un conflit avec un collègue. Celui qui a partagé, je ne sais pas, ses doutes sur la direction de l'entreprise, pour le dire gentiment. Personne n'a signé une case qui disait « J'accepte que mes conversations intimes servent à calibrer un LLM ». Alors, quand même, pour être complet là-dessus, il supprime les données personnelles identifiables avant la vente. Alors, vous savez que cette promesse, elle est déjà bien, mais elle n'est pas parfaite. Et malgré tout, on peut aussi retrouver un certain nombre de faisceaux d'identité et de données personnelles. Mais le contenu des échanges, lui, donc, il reste intact. Et évidemment, juridiquement aussi, hein, c'est le flou total. Même aux États-Unis, les données appartiennent à l'entreprise, pas à l'employé. Bon, voilà, tout ça est très compliqué. Et en Europe aussi, non? Enfin, Oh, oui, en oui, oui, Europe, bien sûr, bien tout ce sûr. que tu fais au boulot, ça appartient à l'employeur. Tu vois, genre si tu utilises ton téléphone pour des trucs Je sais privés, pas. alors, je suis à peu près sûr que si tu utilises tes trucs du boulot pour faire des trucs privés, à moins que ce Oui. soit marqué explicitement Mmh. que c'est privé, ton employeur a accès à tout. Mmh. Donc, à mon avis, il est juste, il a les droits pour tout, non? Alors, en vrai, je sais pas. Vraiment, je te le dis en toute transparence, j'ai des énormes doutes et j'avoue que je me suis pas renseigné là-dessus. Mais je sais pas s'il y a autant de droits que ça, en particulier en France, sur l'exploitation des données de l'entreprise par l'entreprise. Je veux pas rentrer dans les détails, Ouais. mais j'ai connu quelques situations dans ma vie privée, professionnelle, qui me feraient me poser des questions. Si OK. si vous avez l'info, n'hésitez pas à le dire sur Discord. Ça peut être un sujet qu'on pourra continuer à creuser. Mais en tout cas, ça révèle quand même quelque chose assez profond sur l'économie de l'IA en ce moment, Baptiste. C'est que la demande en données d'entraînement, elle est telle que même les cimetières de startups sont devenus une mine finalement. Ça t'a surpris ou pas, ça? Alors, non, ça m'a pas surpris, mais je m'attendais quand même pas à le voir, tu vois? Non, c'est vraiment super intéressant et ouais, ça fait énormément de sens. Enfin, je veux dire, ce genre de données, elles ont énormément de valeur. Enfin, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'elles ont de la valeur. Est-ce qu'elles en ont vraiment? C'est à voir si ça améliore les modèles, je sais pas à quel point ça marche. Mais non, Ouais. c'est évident et c'est vraiment enfin et tant mieux, je veux dire, c'est quelque chose qui servait à rien. Maintenant, ça sert à quelque chose, ça aide les modèles peut-être à être plus intelligents. Moi, enfin, je sais pas, moi, je vois que du positif là-dedans. Je suis encore sous le choc, évidemment exagéré, mais je suis encore en train de réfléchir à la remarque que tu as faite sur cette notion de données personnelles qui appartient à l'entreprise forcément. J'avoue que vraiment, je me pose la question, je sais pas. Toi, je sais pas, les tickets Jira que tu fais. Enfin, je vois pas en Bah quoi oui, ouais. le contenu, il appartient pas à l'entreprise, tu vois? Les trucs Ta là, tu codes. négociation, ta négociation sur le caractère toxique de ton manager dans Ouais, l'entreprise. c'est vrai, ouais, peut-être. Non, mais c'est une bonne question, hein. La C'est une manière de excellente question, ouais. rémunérer, ouais, ou de gérer les primes, et cetera. Bon, je sais pas. Ouais, ouais. Il faudrait quelqu'un du droit du travail pour en parler. Je suis sûr que si on avait cette personne sous la main, elle nous parlerait pendant plus d'une heure sans qu'on ait définitivement une idée claire sur le sujet, tellement ça doit être complexe. Allez, on continue avec votre Blu-ray du Roi Lion qui va devenir une relique comme l'a été. Moi, je l'ai eu, hein, la version VHS usée par les lectures que j'ai pu en faire petit en boucle. Aladdin. Combien de fois j'ai regardé Aladdin en VHS? Bref. C'est de l'histoire presque ancienne, ça va le devenir en tout cas. Disney licencie plus d'1 millier de salariés qui bossaient sur la distribution physique de contenu Disney. En fait, il licencie plus d'1 millier de salariés, dont tous ceux qui bossaient sur la distribution physique de contenu chez eux. C'est une annonce du nouveau PDG Joss D'Amaro qui promet évidemment, hein, on s'en doute, l'accompagnement et le respect pour les salariés concernés. Et en fait, oui, on le voit, hein, une fois de plus, c'est tout Hollywood qui revoit ses dépenses avec un marché du streaming qui est saturé, des productions qui sont de plus en plus chères, des questionnements sur le rôle de l'IA, comment ça va impacter le coût justement des productions, des méga fusions, n'en parlons pas, comme celle de Warner et de Paramount. Au passage, je ne sais pas si ça va avoir lieu ce truc, je pensais que c'était acté. Il y a là une lettre ouverte qui a été signée par plein de monde. Il y a David Fincher et puis l'acteur de Breaking Bad, j'ai plus son nom en tête. Mais bon, bref, ils sont 1 millier de grands noms du cinéma qui ont signé une lettre ouverte pour s'opposer au rachat de Warner par Paramount. Donc je ne sais pas si ça va aboutir ce truc.
en mettant en avant le fait qu'il y aurait une trop grande concentration. Bon, c'est pas des régulateurs, mais ils veulent se faire entendre. Bref, donc chez Disney, en tout cas, il y a plusieurs métiers qui sont concernés, communication, marketing. Il y a une branche Marvel aussi qui est supprimée. Pas tout Marvel, j'imagine, les licences, ça va continuer, mais il y a plein de trucs qui sont liés à Marvel qui sautent. Et donc, toute la branche qui gère les DVD, les Blu-ray et les diffusions en support physique 4K UHD, ça va être sous-traité. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus, mais c'est que ça va être sous-traité. Il y avait déjà plus ces supports physiques sur ces contenus-là en Nouvelle-Zélande et en Australie. Je l'ai appris tout récemment. D'ailleurs, il y avait tout un mécanisme d'import de ces supports qui était fait dans ces pays-là. Et donc voilà, c'est vraiment un changement. Je continue juste un petit peu avec les plateformes et la diffusion de vidéos, Baptiste, avant de te faire réagir, si tu le souhaites, à une partie de Ah ouais. ces sujets. Mais il y a Netflix aussi qui déploie un flux de vidéos vertical sur son appli mobile. On l'avait déjà entendu avec Disney+, qui devait le faire. Moi, je ne l'ai jamais vu, mais en tout cas, il me semble que c'était bien acté avec voilà, tous les contenus qu'on peut imaginer de Netflix, les bandes annonces, les extraits, de séries, de films, les vidéos podcasts, du contenu maison en format court et à scroller. Et l'objectif, c'est très clair, hein, c'est de gagner du watch time, comme on dit, du temps passé par les abonnés sur la plateforme et limiter les résiliations. Et c'est un révélateur, hein, je pense, d'un mouvement de fond sur lequel Netflix est évidemment très concerné. Ce qui est rigolo aussi de voir, c'est que YouTube fait un demi-chemin inverse en faisant en sorte que ce soit plus facile de ne plus être soumis aux shorts sur YouTube. Et puis, pendant qu'on y est sur la vidéo, il y a France Télévisions qui pourrait abandonner la diffusion de ses programmes sportifs en Ultra HD. Je ne sais pas si tu as suivi, Baptiste, mais il y a cette commission d'enquête extrêmement sulfureuse en France sur l'audiovisuel public, le financement de France Télévisions, etc. Et dans le cadre de ces entretiens qui ont eu lieu, il y a eu un échange où il y avait un député qui disait que, en gros, l'intérêt de l'Ultra HD, il résumait ça au fait de pouvoir voir les poils de la balle de Roland Garros. Est-ce que c'était bien nécessaire? Et donc, il y a le directeur des sports de France Télévisions qui lui a répondu qu'il était d'accord et qu'il était même en phase d'arrêt de ce côté-là. Donc, est-ce que France Télévisions va mettre fin à son dispositif de diffusion de Ultra HD? Est-ce que c'est un intérêt? Je sais pas. Moi, je trouve ça toujours plus cool quand on gagne en qualité, même si on voit finalement les poils de la balle de tennis. Ça me rappelle les discussions qu'on avait à l'époque de la sortie de l'iPhone 4, où on se posait la question, mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'un écran Retina avec autant de pixels? Bon, on voit bien qu'à chaque fois, quand il y a plus de qualité, c'est mieux. Est-ce qu'on a atteint la limite? Je sais pas. Est-ce que l'un ou l'autre de ces sujets inspire une réaction de ta part, Baptiste? Oh, les premiers sujets sur Netflix et sur, Disney, je pense c'est assez naturel, je veux dire, c'est l'évolution des choses. Voilà, le Roland Garros enfin, non, c'est pas Roland Garros, c'est France Télévisions. Je pense que c'est un L'Ultra peu plus HD, ouais. intéressant parce Ouais. que au contraire, tu vois, c'est tu vois, comme on disait avant avec le Patreon et les différentes formes de Mmh. contenu et la diversité qui existe, mais en fait, la place aujourd'hui des médias publics, pour moi, elle est vraiment enfin, c'est vraiment pas clair qu'est-ce qu'elle doit être, tu vois? En Suisse, récemment, on avait un référendum sur est-ce qu'il faut baisser la redevance et les services associés, tu vois? Et ils OK. disaient parce que voilà, est-ce qu'on en a vraiment besoin, machin, blablabla, parce que c'est cher et de toute façon maintenant sur internet, enfin et étant donné que, ben, vu que tu vas plus sur la télé, en fait, aujourd'hui, la majorité des gens, les jeunes, c'est sûr, ils ont vachement peu d'interaction avec le service public. Est-ce que ça fait toujours sens? Et cetera, et cetera et sans rentrer dans les détails, je pense que c'est vraiment intéressant de voir quelle est l'évolution et quel doit être le rôle du service public, tu vois? Et le problème avec cette histoire de HD, c'est pas une question de à quoi ça sert. C'est si tu es une entreprise privée, tu vois, c'est super clair que, ah, bon, bah, les consommateurs, ils sont plus contents s'ils ont de la Ultra HD, bon, bah, on leur donne l'Ultra HD, tu vois? Quand tu es France Télévisions, c'est quoi ton rôle? Et est-ce que c'est ton rôle de donner de l'Ultra HD aux gens, tu vois? Enfin, et étant donné qu'aujourd'hui, je trouve que c'est difficile de répondre à cette question, ben, ouais, je sais pas, je trouve que c'est des comment dire? Je pense que c'est une situation qui doit évoluer et je suis curieux de voir où est-ce que ça va évoluer, quoi. Tu sais, je peux pas m'empêcher quand même de penser à chaque fois à alors est-ce qu'il y a besoin de l'Ultra HD? Pas forcément, mais le fait qu'il y ait une télévision, enfin de l'audiovisuel public, je trouve que c'est quand même, moi je trouve ça hyper important et je pense que leur rôle, c'est notamment développé avec, l'arrivée des géants du numérique, américains et qui ont une influence énorme sur, la France. Avant, c'était beaucoup du soft power, mais maintenant c'est évidemment, beaucoup plus, conséquent que ça. Et je ne peux pas m'empêcher à chaque fois de repenser alors à cet épisode que je vais rediffuser parce que je trouve qu'il est toujours cool. Il y a toujours des gens qui découvrent ce sujet, et il s'appelait «Pourquoi et comment s'affranchir des géants du numérique». C'est un épisode, que j'ai fait en partenariat avec Infomaniac et sur lequel on avait fait intervenir Alain Saulnier,
qui est auteur de plusieurs bouquins d'ailleurs sur la souveraineté. Il est canadien, québécois, il voit bien l'influence des Américains sur son pays. Et je trouve que c'est hyper important de donner toutes les ressources possibles, à condition qu'elles soient justifiées et à condition qu'elles aient du sens. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir les poils de la balle de tennis visibles pour ça? Je ne suis pas sûr, mais c'est hyper fort. Et donc, tu vois, quand tu te demandes quel est leur rôle, je ne sais pas dans quelle mesure ta question elle est rhétorique. En tout cas, ma réponse à la réflexion que tu évoques, c'est que c'est devenu extrêmement important d'avoir un socle audiovisuel média dans un pays qui permette de garantir une certaine forme de souveraineté. Est-ce que ça le fait aujourd'hui? Je ne sais pas, hein. Je ne suis pas sûr que France Télévisions aujourd'hui amène cette souveraineté et la bonne réponse au comment. Mais en tout cas, sur le pourquoi, ça me semblait vachement important. Je ne sais pas si c'était ça que tu évoquais. Ouais, non, évidemment, c'était un peu une question rhétorique et Ouais. et évidemment que la mission, elle existe toujours, tu vois? La mission de: «Ah, on veut avoir des services publics pour promouvoir la souveraineté, blablabla». Je Mhm. comprends tout à fait. Le problème, j'ai l'impression, c'est que vu que la distribution, elle change, tu vois? Aujourd'hui, est-ce que ça sert d'avoir France Télé si, en fait, France Télé, tu le regardes par YouTube? Mhm. C'est ça qui est compliqué. C'est que Mhm. si demain, en fait, tu vois, genre moi aujourd'hui concrètement, j'ai aucune raison d'aller voir France Télé. Parce qu'en fait, ou alors je vais voir France Télé via YouTube. Et je suis pas sûr que dans le monde où tu vas sur YouTube, est-ce que ça change quelque chose que le contenu vienne de France Télé ou de Guillaume Vendée ou de Mhm. une chaîne américaine? Ben, je suis pas sûr en fait. Tu vois, c'est ça qui est compliqué. C'est que j'ai pas, enfin, peut-être que c'est juste un problème que moi j'ai, tu vois, mais c'est quel est comment est-ce que tu articule cette idée de: «Ah, il faut un média public pour la souveraineté», dans un monde où en fait toute façon l'interfaçage avec les grandes plateformes, tu vois, pour la majorité des gens, c'est via des grandes plateformes qui sont américaines, tu vois? C'est ça le problème. Étant donné qu'on n'aura pas Salto, ben, du coup, ben, ouais, c'est ça. Bah, tu sais, enfin, j'ai quand même le sentiment que ça apporte vachement de visibilité pour eux d'être sur YouTube si ça leur offre voilà, pourquoi est-ce que Tech Café est dispo sur YouTube? C'est pas par, ambition personnelle de devenir youtubeur, d'égaler notre ami Matt qui a son succès sur YouTube. C'est parce que, YouTube, c'est une plateforme de découvrabilité extraordinaire et incontournable, j'ai l'impression. Aujourd'hui, quand tu fais un podcast, si tu veux développer la découvrabilité, bon, les réseaux sociaux au sens large, YouTube, c'est assez dingue et ça fait chier les podcasteurs qui aiment bien, comme moi, se baser 100% sur l'audio au départ. Tu vends un peu ton âme au diable, mais tu fais de la vidéo et tu vas sur YouTube parce qu'il y a cette découvrabilité. Mais si tu vas sur YouTube avant que tu en aies des retours financiers, bah, évidemment, il faut avoir, vachement de temps. Ça y est, là, moi, j'ai passé les paliers de monétisation sur YouTube, c'est trop cool, mais évidemment, ça fait pas du tout un début de salaire. Mais par contre, ça commence à faire un revenu. Mais j'imagine qu'une plateforme comme France Télévisions, elle, touche des revenus, publicitaires de sa diffusion sur YouTube et d'un autre côté, ça lui fait de la découvrabilité. C'est-à-dire dans quelle mesure est-ce qu'il n'y a pas une portion certes très faible de gens qui va découvrir les contenus de France Télévisions sur YouTube et qui va derrière plus facilement les consulter sur francetélévisions.fr ou sur, leur télé s'ils en ont encore une avec un câble, avec un accès à la télé, comme, beaucoup de personnes encore ont. Finalement, je me dis que c'est le même niveau de transformation qu'une personne qui s'abonne sur Patreon à Tech Café, et qui a, découvert le podcast via YouTube, tu vois? Donc pour moi, c'est pas une finalité là encore une fois, mais je comprends qu'ils fassent ça aussi, France Ah, Télé, de diffuser leur contenu bien ailleurs. sûr. La question c'est en fait, pour moi, la question c'est juste, est-ce que donc, tu vois, toi, ton but, c'est de convertir les gens à Patreon, en gros, tu Ouais, vois? ouais. Est-ce que pour France Télévisions, est-ce que c'est ce qu'ils arrivent à convertir, si tu veux, à des gens qui regardent France Télé, tu vois, sur le site de France Télé ou sur la télé normale, est-ce que ça, c'est suffisant pour dire qu'ils peuvent faire leur mission, tu vois? C'est ça Mmh. ma question, c'est Bah, plus ça, je sais pas. le truc de, Ouais, ah, j'avoue. est-ce que c'est Mmh. possible pour eux, tu vois, dans cet environnement de comment dire? D'avoir du succès de la même façon que, tu vois, que toi, tu peux dire ou de Niptech, on a du succès, tu vois? Et c'est pour moi, c'est plus Complètement. ça la question, quoi. Je Et comprends. je dis pas que j'ai la réponse dans un sens ou dans l'autre, hein. Je pense juste que c'est vraiment une Je période qui est comprends. compliquée pour ces acteurs-là, quoi. Ouais, c'est sûr, ça bouleverse les choses. On continue peut-être sur la distribution, média, mais dans le domaine du jeu vidéo avec, alors pas pardon, pas, oui, plusieurs choses d'ailleurs dans le domaine d'Amazon. Il y a du jeu vidéo, mais il y a pas que ça. Vous achetez un produit Amazon pour avoir la vie plus simple. C'est tout ce qu'on fait avec Amazon. Si on s'abonne à Amazon, c'est qu'on veut la vie plus simple. Mike en sait quelque chose et vous découvrez au passage que le groupe est en train de refaire tout son monde à lui tout seul. Amazon ne veut plus vendre des services à tout prix et ils font le tri. Alors d'abord, il y a les Fire TV, vous savez, c'est les petites clés HDMI qu'on va brancher, sur, sa télé, pour avoir, une télé, connectée quelque part. Et ben, Amazon tourne définitivement la page, d'Android. Je cherchais la page d'illustration, je la trouve pas, c'est pas très grave si elle est là.
Ils ont lancé des nouvelles clés Fire TV et elles ont une particularité, c'est qu'elles tournent avec Vega OS, rien à voir avec, c'était quoi? C'est Chevalier du Zodiaque, je crois, où il y avait non, je sais plus, bah, peut-être pas. Mais en tout cas, Fire OS qui était basé sur une version modifiée d'Android, donc place à Vega OS et non pas c'était Fire OS, donc là maintenant place à Vega OS, un système maison qui est basé sur, Linux et qui est pas du tout basé sur Android, AOSP du tout, du tout et qui est présenté, bah, évidemment Amazon, il dit que c'est plus fluide, plus rapide, plus sécurisé, donc pour l'utilisateur, ça change pas grand-chose. Par contre, pour tous les développeurs qui avaient des apps, je ne sais pas si, ils vont vouloir porter, leur contenu sur le Fire TV, on verra. En tout cas, il faut refaire une partie du travail. Autre sujet concernant Amazon et là, ça bouleverse aussi un petit peu la manière dont on distribue les médias numériques et les nouveaux médias. C'est donc, Luna avec le service de cloud gaming. Pas si vieux que ça, en fait, hein. Je crois que Amazon, Luna, ça date d'il y a quelques mois et en fait, l'ambiance commence à ressembler un peu à ce qu'on avait connu avec Google Stadia, le service, de cloud gaming de Google. L'ambiance, elle est moins nouveau départ que on éteint doucement la lumière en espérant que personne ne crie. Depuis le 10 avril, la boutique Luna, elle est fermée, les abonnements tiers disparaissent. Le dispositif Bring Your Own Library, qui était pourtant une fonctionnalité qui permettait à Luna de concurrencer GeForce Now pour streamer les jeux depuis des plateformes tierces, disparaît aussi. Et à partir du 10 juin 2026, certains jeux achetés sur Luna ne seront même plus lançables sur la plateforme. Pas de remboursement prévu, la petite cartouche offerte. Stadia avait au moins eu l'élégance d'offrir des fleurs avec le cercueil en proposant des offres de remboursement et ils ont maintenu en plus les manettes qu'on aime beaucoup, que j'aime beaucoup, là j'en ai une que j'adore, pendant longtemps, donc on peut s'en servir sur un PC ou sur le Steam Deck. Et puis autre info, Amazon pour être complet avec, le rachat de Global Star pour 11,5 milliards de dollars pour renforcer sa présence dans l'internet par satellite face à Starlink. Baptiste, on sent que, comme tu le disais, ça bouge. Mais alors chez Amazon, j'ai l'impression qu'ils se posent des questions. On pourrait reparler du fait que l'assistant par IA, c'est pas encore ça chez eux non plus. Moi, j'ai du mal à me projeter sur Amazon. Bon, ils ont une telle force de frappe, je m'inquiète pas, hein, mais j'ai du mal à me projeter. Ouais, c'est bon alors, j'ai regardé Luna, ça date de 2022 donc ça fait quand même un moment, tu Oh! vois? Je 4 ans, m'attendais que c'est ah oui, disons que pardon. ils ont attendu un peu plus longtemps. Stadia, je crois que c'est vraiment au bout C'est de clair. 6 mois quoi qu'ils l'ont tué. Alors, je pense que Amazon, c'était plus que ils ont 6 attendu un peu mois, plus mais longtemps quoi ouais, ouais, ouais. Non, c'est plus long. et Non, par contre, ils ont fait une nouvelle version de Luna, dernièrement qui était recentrée sur des jeux un peu OK. plus casual gaming, en famille, il me semble, et donc ça, voilà, ça, c'était plus récent. Mais tu as raison, Luna, ça date d'il y a un moment. Ouais, disons, Amazon, on a du mal à les comprendre, mais dans l'absolu, ils ont quand même l'air de bien se débrouiller et d'être assez forts, donc bon, peut-être qu'on peut leur permettre, ces égarements, disons, à gauche, à droite, quoi. Effectivement, un égarement de 11 milliards pour racheter, Ouais. Global Star. Bah, d'ailleurs, c'est C'est pareil, 11 hein, milliards, c'est quoi, tu vois, pour eux? c'est vrai, Avant, à l'époque de l'IA, qu'est-ce c'est que quoi? c'est? C'est 5 de ce qu'ils payent pour l'IA chaque année? Je veux dire, C'est bah, vrai. c'est une erreur de, tu vois, d'arrondi, tu vois? C'est pas très important. Tu as raison, c'est une virgule dans les tableaux Ouais, ouais. comptables. On termine avec la rubrique, jeux vidéo, est-ce que tu as le temps de jouer toi, Baptiste? Est-ce que tu passes un petit peu de temps sur des jeux vidéo ou pas? J'ai le temps, mais j'ai une Switch, tu vois, sous ma télé Ouais. et à chaque fois que je la branche, il faut que je recharge la recharge parce elle a plus de batterie, tu vois? Bah, elle est pas J'ai branchée sur le secteur? Ah non, non, tu mais l'utilises en mode si, enfin la portable? manette, non, mais enfin, le problème, en fait, c'est que j'ai pas j'ai le temps, mais pas l'espace mental, tu vois? Genre quand je rentre chez moi, je veux juste, Je rien comprends, faire, tu vois? je comprends. Et du coup, je joue très peu, ouais. Mais comme beaucoup de monde, hein, je pense. En tout cas, grande nouvelle, alors tu as une Switch, ça tombe bien Baptiste, il est, tiens-toi bien, désormais possible de profiter de tous ces jeux PC achetés sur Steam, sur votre Nintendo Switch. Pas tout à fait. Évidemment, je vends du rêve, mais techniquement, en tout cas, c'est déjà le cas. On a 2 news qui concernent les avancées sur le jeu vidéo sur les plateformes alternatives à des alternatives à Windows. Déjà, bah, votre PC, mais ça, on n'arrête pas de vous le dire, n'a jamais été aussi proche de faire tourner tous les jeux sans Windows. Longtemps, faut le dire, hein, jouer sur Linux, c'était un peu le parcours du combattant. Moi, j'ai connu ça à l'IUT, j'avais une machine qui tournait sur Linux. Honnêtement, je jouais, je sais plus comment il s'appelait là, au jeu TuxKart, enfin, je sais plus ce que c'était, mais le jeu avec le pingouin là, bon, c'était pas génial, génial quand même. Ça a été donc un peu compliqué, mais ça a bien évolué. C'était un truc de passionné, ou peut-être un truc de personnes qui sont en manque de challenge personnel. On parlait la semaine dernière de la personne qui a réussi à porter une version de macOS sur la Wii. Bon, voilà, il y est arrivé. C'est un peu du même niveau. En tout cas, ça change à vitesse grand V et pourquoi ça change? C'est parce que Valve qui est, derrière Steam, derrière le Steam Deck, ils viennent de sortir une nouvelle version de Proton. Proton, c'est quoi? Si vous ne connaissez pas, c'est un outil qui permet de faire tourner
des jeux Windows sur Linux, entre autres. Et les progrès sont assez impressionnants, et notamment sur alors la dernière version, la 11 bêta, je crois, il y a de plus en plus de gros jeux qui fonctionnent sans problème, en tout cas bien mieux qu'avant, avec des titres de gros éditeurs, avec CD Projekt, Electronic Arts, etc. Enfin voilà, ça évolue beaucoup. Et même les lanceurs en fait de ces sociétés qui habituellement sont capricieux et qui sont un peu un élément de chasse gardée à Windows sont désormais mieux gérés. Donc on attend avec impatience ou pas le fait de pouvoir jouer à des jeux services comme Fortnite sur Linux, parce qu'on sait qu'il y a des mécaniques anti-triche qui sont très dépendantes de Windows. Je ne sais pas si on le souhaite ou pas. Euh, et puis donc bah voilà, c'est des évolutions assez cool. Il y a un vrai gain de confort en jeu, moins de latence, moins de saccades, plus de fluidité, des détails techniques, et ça change évidemment beaucoup de choses. Et vous avez compris, si le gaming avance autant sur Linux, c'est parce que Valve donc pousse très fort derrière, notamment avec le Steam Deck et ses ambitions autour de SteamOS. Ils sont partie prenante dans les développements de ces couches logicielles qui permettent de mieux faire tourner les jeux sur Linux. Et c'est pas tout. Valve, ils sont derrière le Steam Frame, dont on avait parlé à la fin de l'année 2025, qui n'est toujours pas sorti. Ça fait partie de leur nouvelle gamme de matériel pour le jeu vidéo. C'est le casque de réalité virtuelle qui devrait, on espère, on croise les doigts pour eux et pour nous, sortir cette année en 2026. Et accessoirement, ce casque, il a aussi une composante technique intéressante, c'est qu'il va pouvoir faire fonctionner SteamOS, le système d'exploitation de Valve, et donc le magasin Steam sur les processeurs ARM. Et donc concrètement, c'est la version 11 de Proton qui vient de sortir donc en bêta et qui intègre un traducteur des processeurs x86 vers ARM. Et donc, en routant une switch qui, vous le savez, probablement fonctionne avec un processeur ARM, et en installant Ubuntu, par exemple, dessus, boum, ça fonctionne. Il y a des vidéos qui montrent ça. Bon, évidemment, c'est pas facilité par Nintendo. N'allez pas imaginer que Nintendo met sur les Nintendo Store la possibilité de télécharger SteamOS, mais techniquement, ça marche. Baptiste, je trouve ça trop bien. Je suis sûr que tu fais partie de ces gens qui, maintenant qu'ils savent que SteamOS pourrait tourner techniquement sur la Switch, tu vas vouloir router ta Switch et tu vas vouloir installer SteamOS. Tu n'auras pas plus de temps ni plus d'énergie mentale pour jouer aux jeux Steam qu'avant, mais tu auras eu le plaisir de le faire techniquement. J'ai juste ou pas? Disons, il y a clairement une partie de moi qui veut le faire. Je vais absolument je pas le faire savais. parce que j'aime ma Switch et voilà. Mais non, c'est très cool. Enfin, c'est cette idée cette mentalité de hacker que d'une manière ou d'une autre, ça marche quand même souvent sur les consoles de Nintendo. Je sais pas pourquoi ils doivent. Eux, je pense que tu sais quoi? Je pense que Nintendo, c'est la preuve qu'il n'y a pas besoin d'être open source pour être hacké. Voilà. Non, mais c'est vrai, tout le temps. Enfin, toutes les consoles de Nintendo, elles sont tout le temps hackées. Et Est-ce qu'elles sont mais si c'est hackées cool. que ça, tu vois, Je justement? sais J'arrive pas, pas à genre quand j'étais savoir. petit, j'avais vraiment cette tu sais, Ah ouais? tu sais Nintendo? quand tu allais dans une mais je me souviens quand Attends, toi, j'allais, quand t'étais petit, c'était quel Nintendo? Ta c'était la référence de quand DS, t'étais. tu sais, OK, il y avait ces cartouches où ça tu va. mettais une carte SD dedans pour, Oui, j'en ai mettre une. des jeux piratés. Partout, partout, tout le monde je connais pas une personne qui avait une DS sans avoir ses cartouches piratées. Je veux dire, Je cherche dans mon tiroir, je l'ai pas là, mais évidemment que je l'avais il aussi y et je l'ai avait ça encore d'ailleurs. partout. Je veux dire, la Wii, elle était piratée. Je me souviens des Wii avec des trucs de fou que les gens ils Oh avaient. merde, Non, tu je veux dire, raison, c'est vrai. c'est Ouais, quand même c'est vrai, vachement piraté les consoles de c'est Nintendo. vrai. Ah, c'est que j'ai connu la Super NES, et cetera. Je crois pas que ça a été des consoles qui étaient très piratées. Et puis après, j'ai vu l'arrivée de la PlayStation qui, effectivement, était quand même une console qui se faisait modifier dans les arrière-cours de Micromania. C'était extraordinaire. On termine cet épisode et cette rubrique jeux vidéo. Je suis sûr que vous faites pause sur un jeu vidéo de temps en temps. En tout cas, quand c'est l'heure de manger, moi, je demande toujours à mon fils de mettre pause. Et lui, figurez-vous, il me dit qu'il peut pas. Mais jamais, hein, à aucun jeu. Et bon, évidemment, on le sait tous, c'est parce qu'il ne veut pas. Sauf si c'est une partie de Fortnite. Là, je suis un papa cool. Moi-même, je joue un peu à Fortnite. Alors, je sais ce que c'est que d'être dans une game de Fortnite. On peut pas mettre pause, évidemment. Mais grosso modo, dans les jeux, on peut mettre en pause. Et c'est devenu un truc, en fait, totalement banal. Et grâce à Romain Leclerc qui anime le subreddit ActuTech, où vous retrouvez d'ailleurs les épisodes de Tech Café, tu parlais tout à l'heure de la manière dont il faut faire connaître Tech Café, qui est un boulot à plein temps d'une certaine manière, à les poster sur Reddit à chaque fois qu'il y a un épisode qui sort, ça se rajoute à la liste de tâches. Bref, donc je consulte encore plus régulièrement qu'avant le subreddit ActuTech pour suivre l'ActuTech en français sur Reddit. Et j'ai découvert cet article de Kotaku où il est question de la manière dont techniquement les développeurs implémentent la fonction pause. C'est captivant. En fait, c'est super simple côté joueur. Tu fais pause, ça met pause en jeu.
En fait, côté développement, je n'aurais jamais soupçonné que c'était aussi compliqué. Déjà, il y a plusieurs types de pauses. Il y a le menu pause en bonne et due forme. Il y a genre ta manette qui se déconnecte, ça met sur pause. Il y a le câble HDMI qui est plus reconnu. Donc voilà, il y a une autre forme de pause. Un menu système. Il y a quand tu vas consulter l'inventaire de ton personnage, quelque part, c'est un autre menu pause. Donc déjà, il y a plein de menus pause différents dans les jeux. Et puis, il y a des moteurs de jeu qui se comportent plus ou moins bien si on met la vitesse du jeu à 0. Il y a un développeur, le développeur du jeu Waves of Steed, c'est Chris Weisiger qui... ça, je suis allé regarder parce que là, je cite ça comme si c'était un jeu très connu, mais en fait, j'ai découvert que c'était un jeu de bataille navale arcade un peu chelou, mais qui a l'air d'avoir sa notoriété. Et donc, le développeur partage sur Blue Sky le fait qu'il ne met pas la vitesse à 0 pour une pause dans son jeu, mais il la met à 0,00000000 une fois la vitesse normale. Donc le jeu n'est pas sur pause, il est juste dans une vitesse extrêmement lente. Si vous faites tourner le jeu pendant 3 ans, en gros, il y aura quand même une seconde du jeu qui se sera écoulée. C'est pas une vraie pause, tu vois? Et donc il y a les techniques aussi un peu bidouilles, qui fonctionnent toujours bien, qui sont, je savais même pas que c'est comme ça que ça pouvait marcher, mais en gros, tu affiches une capture d'écran de ton jeu, il y a pause par-dessus pendant que le jeu, il est déplacé en dehors de l'écran. Enfin voilà, le monde du développement des jeux vidéo est captivant et recèle comme ça de petites anecdotes que je ne soupçonnais pas, y compris sur le fait de mettre sur pause un jeu vidéo. Est-ce que tu soupçonnais, Baptiste, qu'en mettant sur pause, c'est quoi ton jeu, le dernier jeu auquel tu as joué sur la Switch, c'est quoi? Zelda, ouais. Est-ce que tu t'imaginais une seconde que quand tu mettais sur pause ton jeu Zelda, Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom, il y avait toutes ces réflexions qui étaient menées? Peut-être que oui, toi qui es dans le Alors, monde du développement. Mais... oui et non, genre tu penses pas, tu vois? C'est ça la magie, c'est que de la technologie, c'est que ça marche et ensuite quand tu commences à penser à toute la complexité, tu te dis: «Mais c'est impossible que ça marche» et je dois dire que c'est ça enfin, faites-le chez vous, dites-vous: «OK, vous appuyez sur votre interrupteur, vous dites: «OK, combien il y a de complexité pour que mes Philips Hue, elles ce truc» et tu dis: «Attends, il y a un truc, un machin et attends, mais comment?» et là tu exploses et tu dis: «Non mais c'est pas possible, comment ça peut être tellement rapide quoi?» Ouais. Tu raison. On soupçonne pas, hein, mais c'est pour ça qu'on peut considérer les développeurs et tous ceux qui travaillent comme ça, le code et l'électronique et cetera, comme des magiciens. Je trouve que c'est, aussi ce qu'on pourra garder en tête peut-être comme message principal de cet épisode. Merci beaucoup de, avoir suivi cet épisode de Tech Café, jusqu'au bout. Merci infiniment, de vous abonner si jamais vous n'êtes pas abonné. Je compte évidemment sur vous pour aller jeter un coup d'œil sur patreon.com/techcafé. Alors, le rythme de Tech Café est un tout petit peu bousculé parce qu'un seul être vous manque et tout est dépeuplé, et non pas développé, mais dépeuplé. Et Guillaume Poggiaspala, c'est honteux. Il a pris des congés. Non, mais c'est une catastrophe. Il a pris Terrible, hein. du repos. Je sais pas, mais c'est pas normal. Il a pris du repos. Et donc, il est pas là. Et donc, je suis obligé de faire tout le boulot tout seul. Donc voilà, vous pourrez me critiquer si jamais vous trouvez que l'épisode est pourri par rapport à la préparation d'habitude. Mais sachez que j'y ai mis en tout cas tout mon cœur et j'ai fait appel à la meilleure personne qui soit pour essayer de rivaliser avec Guillaume Poggiaspala en la personne de Baptiste. Donc en tout cas, il n'y aura pas d'épisode supplément classique avec Guillaume Poggiaspala. Je vais vous concocter quelque chose, mais du coup, je me suis dit, écoute, si Guillaume Poggiaspala le fait, je vais le faire aussi. Je vais prendre quelques jours de repos et je vais profiter de ma famille. Je vais me déconnecter un petit peu. Je reviendrai en force la semaine prochaine avec une nouvelle voix que vous aurez l'occasion d'entendre et un rythme qui sera repris. En attendant, le mieux de toute façon pour tout suivre l'actualité de Tech Café et ne pas en manquer une seule miette, évidemment patreon.com/techcafé sans votre carte bancaire avec l'accès gratuit, ça vous permettra de recevoir la newsletter. Il y a toujours des petits bonus, des petites infos que je rajoute dans chaque newsletter qui part chaque dimanche. Et puis, vous pouvez aussi suivre évidemment Tech Café sur absolument toutes les plateformes ou sur techcafé.fr et discuter entre vous et avec nous sur le serveur Discord, hyper facile d'accès, techcafé.fr/Discord. Mais je sais que vous avez peut-être envie d'en profiter pour aller suivre Baptiste de plus près, en savoir un petit peu plus sur ce Niptech dont on parle depuis tout à l'heure. Baptiste, où on te retrouve? Et bien sur Niptech, vous êtes dans un lecteur de podcast là, vous écoutez Tech Café, c'est impossible que la plateforme sur laquelle vous êtes, il y a pas Niptech. Donc Même sur juste YouTube? Même sur exact, YouTube? exact. Il y a Niptech sur YouTube, il y a Niptech sur Spotify, si vous écoutez Tech Café, vous pouvez écouter Niptech. Vous tapez juste Niptech, Niptech, voilà, c'est facile, c'est encore plus court que Tech Café. Donc si vous pouvez taper Tech Café, vous pouvez taper Niptech encore plus vite et puis voilà, et puis il y a nous qui apparaissons, facile et puis voilà. Puis vous aurez l'accent suisse de Men et Mike, mon accent un peu, disons, mon français avec quelques anglicismes et puis voilà quoi. Ouais, mais je sais que c'est un sujet que vous aviez abordé, il y avait eu des retours à ce sujet.
C'est difficile parce que, tu vois, le problème Mmh. qu'on a, c'est que tu vois, la Suisse, c'est très multilingue et en fait et du coup, ben, on se retrouve à majorité tu vois, toutes les news qu'on a, c'est en anglais, tu vois? Toi, Ouais, j'admire ouais, bien d'ailleurs sûr. l'effort dans tes notes que tu Ouais, as toutes les news en français. Nous, on fait pas cet effort-là et du coup, ben, c'est très difficile parce que c'est des sujets que tu vois une fois en anglais et ensuite, il faut tout faire de la traduction, tu vois? Si tu parles du boulot, pareil, moi, mon boulot, c'est en anglais et donc en fait, c'est super dur et donc c'est pour ça, il faut toujours un peu trouver le middle ground entre non, mais c'est vrai, Justement, ouais. entre être fluide, tu vois? Et Le parler juste comme milieu, tu ouais. parles Mmh. normalement et exact, le juste milieu et d'un autre côté, ben, pas faire trop d'anglicisme parce que je comprends aussi que ça peut être un peu énervant, quoi. Donc Ouais, ouais, voilà, bien c'est sûr. l'un des Ouais, ça problèmes qu'on a dans Deep Tech, ouais, je sais pas si c'est un problème, c'est une caractéristique en tout cas parce que tu sais, je exact. pense que C'est c'est ce qui nous aussi rend un unique. problème aux yeux de beaucoup de Français. Je parle pas de francophones, mais d'un français. Je pense que vraiment la notion d'accent, de respect de la langue est un truc qui peut parfois hérisser le poil aussi. Bon, il y a tous les mouvements avec, Et je comprends, tu vois? Parce qu'en plus, on produit du contenu, donc ça peut être une exigence qui est différente et je comprends tout à fait. Mais nous aussi, c'est voilà, c'est comme ça qu'on fait et je pense qu'il faut aussi parfois juste dire: «Ah bah, voilà, c'est notre création, c'est comme ça qu'elle est, puis voilà, on la donne au monde et le monde l'accepte ou pas, c'est la vie». C'est ça être un créateur de contenu finalement. Tu vois? Tu donnes ta création au monde et puis après tu c'est vois ce vrai. que les gens en font. Tu vois? C'est vrai, je reconnais Baptiste, je souscris et je reconnais et je le repartagerai tel que tu viens de nous le transmettre. Merci infiniment en tout cas à vous qui avez profité de cet épisode. Rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao, ciao. Au coin du web, sans tambour ni trompette, s'en vont prêchant de fort joyeux drills, qui n'ont nul besoin de burette pour faire briller leur pacotille. Ils portent le même prénom, les bougres, c'est une étrange et rare symétrie. Pour nous parler sans qu'on s'en déguille rouge de la moderne et folle industrie. C'est le Tech Café, mes bons maîtres, où l'on discourt de l'an de grâce. Nul besoin d'être un grand clerc peut-être pour que le progrès nous enlace. Ils vont fustigeant les fadaises des algorithmes un peu parjure et nous installent bien à notre aise devant des faits de bonne facture. Que la puce soit de silicium ou que le nuage soit un peu gris, ils nous servent le critérium de ceux qui s'inventent à Paris. Leur pertinence est un vrai miracle dans ce capharnaüm docteur. Ils nous évitent bien des débâcles sans jamais jouer les faux prophètes. C'est régulier comme une horloge, un rendez-vous pour les curieux, où la technique trouve son éloge sans nous rendre par trop malheureux. C'est le Tech Café, mes bons maîtres, où l'on discourt de l'an de grâce. Nul besoin d'être un grand clerc peut-être pour que le progrès nous enlace. Quand le podcast tire sa révérence, on a l'esprit un peu plus clair. Grâce à leur docte bienveillance, on vogue mieux dans le grand éther. Salut à vous les deux Guillaume, qui cultivez votre jardin sous la coupole ou sous le chaume. On vous écoute chaque matin.
C'est le Tech Café, mes bons maîtres, où l'on discourt de l'an de grâce. Nul besoin d'être un grand clerc peut-être pour que le progrès nous enlace.